on trouve des lanternes, on trouve des avions, on trouve des étoiles, on trouve des planètes. Le GEPAN reçoit entre 500 et 700 signalements par an. Lorsque un témoin nous rapporte avoir vu un cigare brillant dans le ciel et que tout de suite, dans une trace radar que nous fournit l'armée de l'air, on voit tout de suite une trace avion, évidemment qu'on n'enquête pas sur un cas comme ça. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps utiliser des logiciels de traces de trajectoire d'avion, d'astronomie, de météo, le paramètre couleur, le paramètre forme, le paramètre vitesse de déplacement. Ce sont des éléments techniques très simples que l'on va recouper avec, par exemple, la direction et la vitesse du vent. Si on piétine, si on a plusieurs hypothèses, on déclenche une enquête terrain, c'est-à-dire que l'enquêteur va à la rencontre du témoin pour creuser l'ensemble des éléments et essayer de trouver un élément qui permettra de résoudre l'enquête. Concernant l'enquête terrain, il y a un véritable savoir-faire au GEPAN qui est l'entretien cognitif, qui rejoint, je pense, des enquêtes dans le domaine judiciaire, typiquement. On me parle souvent d'extraterrestres, et moi je dis plutôt non, le GEPAN, c'est beaucoup plus d'humain et c'est du terrestre, et c'est ça qui est bien véritablement extra. On trouve des lanternes, on trouve des avions, on trouve des étoiles, on trouve des planètes. Ça peut paraître banal au grand public, et évidemment que le témoin qui a pensé voir quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, bien souvent est déçu par ce résultat-là. Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 11 juin 2022, 15h36 heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, c'est très très apprécié. Je vous ai partagé deux sujets intéressants cette semaine qui vous intéressent, qui m'intéressent et qui sont fascinants via deux vidéos qui avaient été, une produite par quand même des gens avec des bonnes réputations, concernant le remote viewing, les voyants, hein, ces programmes aussi que les services de renseignement américains, russes et de plein d'autres pays ont développé et ont eu, et ont peut-être encore aussi, sur ce phénomène psychique, ou appelez-le comme vous voulez, de voyants, de gens qui peuvent voir à distance, de télépathie, et d'autres pouvoirs surnaturels, hein, dont on a entendu parler pendant longtemps. Récemment, on a eu des gens qui ont demandé des classifications, ils les ont eues de la CIA, d'autres agences de renseignement américaines, entre autres, et ils ont trouvé hein, les traces de ces programmes-là. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs, ils ne peuvent plus s'en cacher, ils ont eu ça. Les Russes ont eu les mêmes programmes, surtout dans le temps de la guerre froide, hein, on parle des années 60. Et je vous partageais ça parce que ça intéresse beaucoup de monde. Et il y a eu une espèce de développement là-dedans. 2 jours après que je vous ai parlé de ce sujet-là, il y a le Daily Beast qui nous revient, qui vient sur le sujet lui aussi. Ça a été publié le 8 juin, donc 2 jours après la capsule que je vous ai faite pour vous parler de ce documentaire-là.
Et le Daily Beast, quand même pas un site de médias conspirationnistes, loin de là, eh bien, a écrit sous la plume de Sophie Quaglia, justement, à ce sujet-là. Et c'est renversant, c'est fascinant, puis c'est quand même aussi détonnant de ce qu'on a déjà entendu pendant longtemps des scientifiques qui ne prenaient pas ça au sérieux. Mais là, la science derrière les gens qui voient des fantômes et des démons. Faut-il un type spécifique de cerveau pour éprouver des anomalies paranormales? Certains scientifiques le pensent, mais cela peut aller dans deux sens. D'une part, des chercheurs spécialisés en parapsychologie. Donc, on se penche beaucoup sur cette question-là dans la science, chez les scientifiques et dans les universités aussi. L'étude psychologique du paranormal ont passé des décennies à étudier si et comment ces anomalies existent dans la nature, en dehors du corps humain, et comment certaines personnes pourraient être plus enclines à les ressentir. Plus précisément, ils veulent savoir si certaines personnes ont des capacités uniques qui leur permettent, par exemple, de voir des fantômes, des esprits et toute autre entité qui pourrait exister en dehors de la personne qui en fait l'expérience, c'est-à-dire pas dans leur esprit seulement à eux. D'un autre côté, des chercheurs sceptiques, naturellement il y en a, du domaine des neurosciences et de la psychologie cognitive ont essayé de démontrer qu'il s'agit davantage de la façon dont certaines personnes traitent la réalité subjectivement dans leur cerveau. Certaines personnes pourraient simplement être câblées pour produire ces expériences dans leur esprit, même si elles ne sont peut-être pas réelles. Donc, c'est sûr qu'il y aura toujours des sceptiques, mais nous avons besoin, nous dit Susan Blackmore de l'Université de Plymouth, nous avons besoin de la parapsychologie parce qu'il s'il y avait la télépathie, la clairvoyance, la psychokinésie, la précognition, les fantômes, n'importe laquelle de ces choses, ben alors la science doit être radicalement renversée. Donc, on se penche là-dessus. En fait, il y a plus d'un siècle de recherche évaluée par des pairs sur ce sujet, hein, donc ça fait longtemps qu'on étudie ça. C'est pas nouveau, tu peux remonter au Moyen-Âge, tu peux remonter à il y a beaucoup plus longtemps. Il y a toutes ces connexions avec l'au-delà, avec le ciel, avec les extraterrestres, avec les esprits, les fantômes. Tu t'en vas en Afrique aussi, tu as beaucoup de ce qu'on appelle la magie noire. Tu t'en vas dans des pays aussi, des îles comme qui ont naturellement, qui abritent des Africains, comme Haïti et d'autres, et ça se pratique depuis longtemps. Hein? Les chamans, on pense à toutes sortes de produits qu'on peut concocter pour changer le comportement ou contrôler quelqu'un. Tu vas en Amérique centrale, tu as ce même genre aussi d'événements qui se sont produits il y a longtemps, il y a moins longtemps, dans tous les coins du monde. Donc, tu ne peux pas te retrouver avec des écrits anciens, avec des histoires, des récits plus vieux et moins vieux de toutes ces choses-là, sans qu'il y ait un fond là-dedans. Et tu ne peux surtout pas avoir des agences comme le Pentagone, comme nous l'apprenait le Washington Post à l'époque, en 1995, le Pentagone qui a dépensé des millions de dollars sur des conseils de 3 voyants. Et tu as plein de traces de ça. Hein? La visualisation à distance, où les États-Unis et d'autres pays ont dépensé des dizaines et des dizaines de millions de dollars dans des programmes pour développer et comprendre et essayer de localiser naturellement des sites ennemis, des sites nucléaires qui sont super secrets, et d'autres événements dans des cas comme d'enlèvement, par exemple. On a fait appel à ces gens-là parce que les forces traditionnelles de police, avec leurs méthodes traditionnelles de recherche, n'arrivaient pas à mettre la main sur ou trouver ou localiser les victimes ou les criminels. Donc, tu ne peux pas avoir tout ça qui existe sans qu'il y ait un fond de crédibilité puis d'existence de ces pouvoirs-là chez certains. Donc, c'est une question naturellement personnelle, de croyance, de foi peut-être, mais quand tu regardes toute l'histoire et de presque tous les héritages historiques de plusieurs nations,
il y a beaucoup de références, autant aux ovnis, ou des gens qui descendent du ciel, des chariots de feu, que ces contacts avec des divinités, avec des esprits, ou tu peux l'appeler comme tu veux, là, c'est fascinant. Donc, et je vous laisse aussi avec un autre développement. On apprend par Sud-Ouest, merci à Aline qui m'a envoyé le lien, que la NASA va mener une enquête de plusieurs mois. On continue à se pencher sur les phénomènes d'objets volants non identifiés ou phénomènes aériens non expliqués. Après le renseignement américain de l'année dernière, l'été dernier, c'est ainsi au tour de l'Agence spatiale américaine de se pencher sur la question des objets volants non identifiés. Là, ça va être vraiment intéressant. La possibilité de visites extraterrestres sur Terre est décidément de plus en plus prise au sérieux aux États-Unis. La NASA a annoncé ce jeudi le lancement à l'automne d'une enquête portant sur les phénomènes aériens non identifiés, plus communément appelés OVNI. Donc, je vous laisse le petit article dans la boîte de description, comme l'autre aussi de Daily Beast. Et on s'attend à ce que ça dure 9 à 12 mois peut-être et plus, parce que il y a trop de choses qui sont inexpliquées, qui ont été inexpliquées, puis on n'a pas été capable de les expliquer dans le rapport que les comités que la Chambre avait demandé à toutes ces agences de renseignement. On a publié un rapport l'an dernier dans lequel on dit qu'il y a 141 événements qu'on est incapable d'expliquer, puis on ne fermait pas la porte à ce que ça vienne d'un autre système, ou un autre univers, ou une autre civilisation, tout ce qu'on a observé. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais il y a de plus en plus d'objets qui sont encore non identifiés, qu'on voit. Les renseignements américains avaient affirmé dans un rapport très attendu qu'il n'existait pas de preuve d'existence d'extraterrestres, tout en reconnaissant que des dizaines de phénomènes, en fait 141, constatés par des pilotes militaires, ne pouvaient être expliqués. Donc, on ne ferme pas la porte, puis on le dit dans le rapport, on ne ferme pas la porte à ce que ça vienne. D'ailleurs, donc ça sera vraiment fascinant, je voulais partager ça. 2 développements dans des dossiers qu'on suit. Un que je vous ai présenté la semaine dernière sur ce documentaire sur le programme de la CIA concernant des cas bien précis et sur celui des ovnis. Donc, je vous reviens. Passez un bon week-end. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Un objet extraterrestre a-t-il traversé notre système solaire en 2017 ? Un chercheur d'Harvard relance cette polémique interstellaire, rencontre avec l'astrophysicien Avi Loeb. Alors avons-nous assisté à une preuve de vie extraterrestre il y a de ça 3 ans ? La communauté scientifique s'interroge mais s'oppose à la thèse soutenue par Avi Loeb. Ce professeur d'Harvard estime que l'objet interstellaire provient d'une civilisation lointaine. Rencontre avec nos confrères de France 2. C'était en 2017. Dans le silence de l'espace, un objet non identifié pénètre notre système solaire. Il passe près du Soleil, de Mercure, de Vénus et de notre planète, avant de continuer son chemin à travers le cosmos. Les scientifiques l'appellent le visiteur interstellaire, car c'est le premier objet à venir d'au-delà de notre système solaire. L'objet a été découvert par des astronomes à Hawaï et l'ont baptisé Oumuamua, l'éclaireur en langue hawaïenne. Et selon cet astronome de renommée mondiale, ce messager pourrait être le signe d'une civilisation extraterrestre. Après avoir analysé toutes les données, j'en suis arrivé à la conclusion que ça pourrait être d'origine artificielle. C'est comme être sur une plage, sur une île, et au milieu des coquillages et des rochers naturels, de voir arriver sur le sable une bouteille en plastique, qui indique qu'il y a une civilisation au large, au loin. Voici la seule photo d'Oumuamua à 24 millions de kilomètres de distance. L'objet, fin et mesurant environ 800 mètres de long selon la NASA, a anormalement changé de trajectoire en approchant du Soleil. Des comètes peuvent changer de trajectoire quand leur glace fond en éjectant des gaz. Aucune traînée n'a été détectée chez Oumuamua, mais pour d'autres astrophysiciens, mystère ne veut pas forcément dire
vaisseau d'extraterrestres. Ce n'est pas tout à fait une comète, c'est pas tout à fait un astéroïde. Mais si ce rocher vient de beaucoup plus loin que notre système solaire, ce n'est pas étonnant qu'il soit un peu différent. Avi Loeb nous donne ensuite une dernière leçon d'humilité. Il y a des milliers de milliards de galaxies comme notre Voie lactée dans l'univers visible, tout combiné. Il y a plus de planètes et de systèmes solaires comme le nôtre dans l'univers que de flocons de neige sur notre Terre. Ça doit nous apprendre un peu de modestie. Mais ces affirmations l'ont isolé d'une grande partie de la communauté scientifique. Même les astronomes qui ont découvert au Muamua ont rejeté ces conclusions. Il n'empêche, bien des mystères demeurent quant à cet objet qui nous a rendu visite il y a 3 ans. Alors, que faut-il en penser? Guillaume Gralet du magazine Le Point va nous aider à essayer de démêler le faux du vrai. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Il faut dire que ce vaisseau spatial messager des extraterrestres vous laisse un peu dubitatif. Il me laisse plus rêveur que convaincu pour l'instant Marjorie, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'interrogations sur sa forme, sur sa trajectoire notamment, mais imaginons un instant qu'il soit le messager d'extraterrestres qui habiterait par exemple sur l'étoile Proxima du Centaure, le système planétaire le plus proche du système solaire dans la Voie lactée. Eh bien il lui aurait fallu, à une vitesse de 80 000 à 100 000 km/h, ce qui est quand même extrêmement rapide, pas moins de 45 000 ans pour venir jusqu'à nous. En fait, ce que j'attends, c'est la multiplication des observations qui seront possibles, notamment grâce à l'observatoire Vera Rubin, qui sera bientôt déployé au Chili. Là, on va avoir de plus en plus d'objets interstellaires et on aura peut-être une idée plus précise de ce dont il s'agissait exactement. Alors qu'il ait raison ou pas, Avi Loeb met en tout cas le doigt sur la plus tenace des questions scientifiques, celle de la vie dans l'espace. En France, depuis plus de 40 ans, le GEPAN, un département du CNES, s'intéresse de très près aux phénomènes spatiaux non identifiés. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? On en parle avec le docteur en histoire des sciences et expert éthique auprès du CNES, Jacques Arnoux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va confiner à la philosophie spatiale avec vous. Avec cette première question d'abord, pourquoi l'homme ressent-il toujours le besoin de chercher un autre que lui dans l'espace? D'abord, vous savez, tout être vivant, depuis la plus petite cellule jusqu'à l'énorme baleine, a le souci d'identifier l'autre être vivant qui s'approche de lui. Est-ce un ami ou un ennemi? Est-ce un partenaire sexuel ou une proie bonne à manger? Nous, les humains, possédons une capacité supplémentaire. C'est notre imagination. Nous sommes capables de voyager grâce à notre cerveau, dans d'autres espaces, dans d'autres temps. Nous sommes capables d'y rencontrer d'autres êtres que ceux que nous rencontrons habituellement, de vivre avec ces êtres imaginaires des relations nouvelles, extraordinaires, si possible amicales, parfois conflictuelles. Nous parlons ainsi d'alter ego, d'autres que moi, d'autres que nous, qui nous permettent de mieux nous connaître, parfois d'être plus heureux. Mais tout cela, c'est dans l'imagination. Si bien que lorsque nous quittons le monde de l'imaginaire, lorsque nous revenons sur Terre, nous cherchons s'il n'existe pas de tels êtres. Nous sommes à l'affût, nous sommes dans l'attente de l'autre. Et j'ai coutume de dire que la question de l'autre suit notre humanité, nous suit comme notre ombre. Monsieur Arnoux, pourquoi, à votre avis, l'approche pluridisciplinaire, notamment du GEPAN, est essentielle à vos yeux? Alors, tout d'abord, vous rappelez que l'activité du GEPAN repose avant tout sur les témoignages qu'il reçoit depuis bientôt 45 ans. Des hommes et des femmes s'adressent au GEPAN parce qu'ils ont vécu, éprouvé quelque chose d'extraordinaire, qu'ils ne parviennent pas à s'expliquer. Hier, c'était les gendarmes. Aujourd'hui, ce sont mes collègues du GEPAN qui doivent accueillir ces témoins, qui parfois ont été bouleversés par ce qui leur est arrivé. Ils doivent les aider à raconter leur aventure, leur expérience. Ils doivent les aider à en donner un bon témoignage. Et pour cela, il faut qu'ils recourent à des techniques d'enquête. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire, comme au cours d'une garde à vue, mais il s'agit quand même de rester au plus près de ce que les témoins ont vécu. Et puis ensuite, il faut aussi faire appel à la météorologie, à la cartographie, au service de l'aviation civile et militaire, à l'astronomie. Bref, avec toutes ces données, avec toutes ces disciplines, les enquêteurs du GEPAN sont capables de reconstituer la scène, souvent en 3 dimensions, et de mettre au milieu le témoin, de se mettre à la place du témoin. Et le plus souvent, grâce à cela, si les informations sont suffisamment solides, eh bien, ils sont capables d'expliquer ce qui, jusqu'alors, était resté inexpliqué. Mais quand même, il reste des cas étranges, il reste des cas inexpliqués. Et c'est pourquoi le GEPAN est aussi une école de
modestie. Nous devons reconnaître que nous ne savons pas tout de la réalité, nous ne savons pas tout de l'être humain. Mais Jacques Arnoux, est-ce que justement cette recherche de l'alter ego, c'est aussi une recherche de l'alter éthique? Pour être clair, est-ce qu'il y a des questions éthiques qui se posent quand on recherche la vie extraterrestre? Alors, bien évidemment, surtout si nous prêtons attention à ne pas réduire l'éthique à un jugement, à une autorisation ou une interdiction de nos actions. Bien sûr que cette procédure de validation, elle est essentielle, mais elle n'est que la dernière étape d'une démarche éthique. Une démarche éthique, c'est d'abord commencer par nous interroger sur la raison d'être d'un projet, sur la possibilité de l'engager et d'en mesurer les conséquences. Quand nous recherchons la vie extraterrestre, nous sommes en train d'explorer l'inconnu. Et donc, nous devons adopter des attitudes qui respectent les milieux dans lesquels nous pénétrons. Vous n'imaginez pas le soin que les ingénieurs apportent à stériliser les sondes qu'ils envoient sur la planète Mars. De même, ils prennent d'énormes précautions lorsqu'ils ramènent des échantillons venus de l'espace. Il n'est pas question de contaminer la Terre par des substances inconnues qui seraient dangereuses. Mais aussi, rechercher la vie extraterrestre, au-delà des dimensions scientifiques, c'est aussi nous poser des questions sur les origines de notre propre vie. Et cette question, je le répète, n'est pas seulement scientifique, elle est aussi philosophique. Est-ce que nous sommes prêts à savoir d'où nous venons? Est-ce que nous sommes prêts à en savoir un peu plus sur qui nous sommes et de quoi nous sommes capables? Voilà une question qui est parfaitement éthique. Et voilà une question évidemment qu'on continuera à se poser avec vous. Merci infiniment Jacques Arnoux. Alors Guillaume, cette question de la vie extraterrestre, c'est une interrogation scientifique complexe par excellence. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'écarter. Et Avila, ce n'est pas le seul scientifique, en l'occurrence, à se heurter à cette question de la véracité scientifique. L'histoire spatiale, elle est émaillée aussi de chercheurs qui se sont heurtés à un moment donné à des contradictions. Oui, ce qui est très intéressant, c'est par exemple de revenir au parcours scientifique de recherche de Fritz Zwicky. C'est un astrophysicien américano-suisse. C'est le premier qui a mesuré des anomalies dans les mouvements des étoiles et des galaxies par rapport à la gravitation. Il a émis l'idée de la matière noire et il lui a fallu pas moins de 50 ans pour être pris au sérieux. C'est un parcours qui peut être rapproché de celui de Galilée lorsqu'il s'est opposé à la théorie défendue par Aristote et qu'il a notamment, grâce à sa lunette astronomique, défendu une approche copernicienne et infinie de l'univers. Autre théorie challengée en son temps, celle du Big Bang. Oui, alors là, il faut s'intéresser aux travaux de Georges Lemaître. C'est un chanoine physicien et astronome belge qui, lui, dans les années 20, a eu l'idée de l'atome primitif. C'est-à-dire qu'il a voulu imaginer un début ponctuel du temps et de l'espace. Il a été brocardé à l'époque, on s'est moqué de lui. L'expression Big Bang, qui a été prononcée par Fred Hoyle, était en fait pour le ridiculiser. Il lui a fallu également plusieurs décennies pour être pris au sérieux. Et j'ai bien aimé quand le professeur Arnoux a expliqué que les recherches scientifiques sont une école de modestie. Comme l'expliquait très bien Stephen Hawking, il nous faudra encore beaucoup de travail pour avoir une théorie du tout. Bref, la recherche est passionnante. Merci Guillaume. GGIP Sécurité est heureux de vous présenter Éclairage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Éclairage réalisée et produite par Anews Sécurité. Et ce jour, c'est un spécial éclairage. On va revenir sur les ovnis, une émission que nous avions réalisée avec le concours d'Alain Juillet en co-animateur. Il y a ça quelques semaines, pendant 2 heures, vous aviez vécu un peu les faits marquants des phénomènes aérospatiaux non identifiés, les ovnis, les explications, les hypothèses qui avaient été données par l'ensemble des intervenants sur ce plateau. À l'époque, nous avions donc Jean-Claude Bourret, Jean-Pierre Petit, qu'il faut le rappeler, astrophysicien, Alain Juillet et puis bien sûr Luc Dini. Luc Dini qui est avec moi aujourd'hui, qui est donc président de la Sigma 2 de l'A3F, président de la commission Sigma 2 de l'A3F. Et pourquoi on fait un retour un peu sur les ovnis? Parce que lors de cette émission qu'on avait fait il y a quelques semaines, nous avions évoqué l'arrivée prochaine d'un rapport du Pentagone. Et ce rapport du Pentagone a enfin été livré il y a ça quelques jours, pour être tout à
fait exact le 4 jours, on est le 29 juin, donc c'était vendredi dernier. Eh bien, avec nous allons avoir Luc Digny qui va nous permettre un petit peu de nous éclairer sur ce rapport donc du Pentagone, rapport qui, on s'attendait à un rapport détonnant. Eh bien, on va avoir effectivement à la fois quelques surprises et peut-être aussi quelques petites déceptions ou interrogations, on n'en sait pas. En tout cas, Luc, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation et de réagir par rapport à ce rapport. Merci à vous. Bonsoir Michael Léjard, merci pour votre invitation. Eh ben, je vous en prie, on est ravis. Luc, peut-être avant de parler de ce rapport du Pentagone, donc vous êtes, on le rappelle, président de la commission Sigma 2 de la 3F. La Sigma 2 fait de nombreux rapports. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les rapports aujourd'hui que vous avez pu réaliser ces derniers temps? Oui, bien entendu. En fait, nous avons réalisé un rapport en 2 étapes. Une synthèse d'un rapport que l'on dit complet, qui est sorti un petit peu plus tard. La synthèse est sortie le 3 juin. Et donc, le rapport complet est sorti mardi ou mercredi de la semaine dernière. Donc, avant la sortie du Pentagone. Et donc, ce rapport est assez consistant. Il représente en fait à peu près 4 à 5 années d'études par les spécialistes de la commission Sigma 2, qui sont au nombre d'une quinzaine à peu près, entre 15 et 20, ça dépend des moments. Et nous avons voulu effectivement parcourir en fait l'ensemble des sujets liés aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Sujets qui comprennent bien entendu des études de cas, voilà, cas qui pour certains sont des cas étrangers qui nous ont été soumis. Donc il y a eu un cas qui est assez célèbre, qui a été soumis par l'organisme de recherche sur les pans chiliens, qui s'appelle le CEFA. Voilà. Alors on va peut-être venir sur le rapport international, mais par rapport au rapport Sigma 2, Luc, vous parlez notamment de points de repère dans le domaine électromagnétique, etc. Est-ce qu'on peut aborder d'abord ces sujets, puis après on verra sur les rapports internationaux? Donc en fait, la façon dont on a procédé, c'est en dehors d'examiner des cas particuliers, c'est qu'on a été assez intrigué par un certain nombre de caractéristiques qui se retrouvent à différentes époques entre différents cas aéronautiques. En particulier, des cas qui ont été signalés alors en Iran en 1976, où des avions de chasse rencontrent un de ces phénomènes et subissent des perturbations électromagnétiques, perturbations des radios, du guidage, voire de l'armement missile de l'un d'entre eux. On a constaté également, donc là c'est en 76, 20 ans avant, les Américains ont enregistré des signaux électromagnétiques émis par des objets lumineux, donc à des fréquences très précises, 3 GHz, et des émissions similaires ont été enregistrées également par des B-52. Alors, le lien entre ces cas-là se manifestait aussi par des effets de rayonnement. On parle souvent de plasma, on a même parlé de MHD, souvenez-vous, la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Et une des caractéristiques qui apparaît, c'est des rayonnements de lumière blanche ou dans le bleu. Et le bleu est une des caractéristiques de rayonnement de plasma atmosphérique, en fait de plasma de l'azote. Et donc, on a identifié un certain nombre de caractéristiques qui resserrent, en quelque sorte, l'analyse du point de vue électromagnétique autour de fréquences particulières. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait le lien donc, entre les rayonnements électromagnétiques, les rayonnements optiques. Et puis, pour revenir aux perturbations des équipements, nous avons des spécialistes d'armes à micro-ondes dans notre équipe, d'armes à énergie dirigée, et qui ont donc travaillé sur ce rapport sur l'interaction entre les rayonnements électromagnétiques, les équipements électroniques et les perturbations que l'on peut induire. Donc voilà, il y a un faisceau d'interrogations, pour ne pas le dire de présomption, autour des rayonnements électromagnétiques, qui est une des facettes importantes de notre rapport. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments sur le rapport Sigma 2, donc, qui est sorti, je le rappelle, début juin, qui est un rapport réalisé par des Français. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme chose importante dans ce rapport français? Une des choses importantes, encore une fois, ce sont les analyses détaillées que l'on a menées sur des cas et la reconstitution donc, de cas à partir de données infrarouges, venant de caméras infrarouges, mais également de radars,
ou en l'absence de radar, l'obligation que l'on a eue de faire un certain nombre d'hypothèses sur l'objet qui était observé, sur sa vitesse, sur son profil cinématique, etc. Tout ça pour dire qu'au fond, on arrive à expliquer les choses ou à tomber sur l'absence d'explication, mais avec certitude, lorsqu'on peut croiser les informations venant de données infrarouges avec les radars. Et ça, c'est un point important sur lequel on reviendra plus tard, et c'est qui explique aussi d'ailleurs qu'on s'est abstenu de donner des explications sur les cas américains plus récents, où des données infrarouges ont circulé sans plus d'informations, parce que nous sommes incapables, en réalité, de reconstituer le scénario. Donc on préfère se taire en attendant plus d'informations. Pour terminer, on a travaillé également sur l'aspect international, oui, sur différents rapports. Comme on l'avait expliqué, l'histoire des PAN et des enquêtes n'est pas une histoire récente. Pour ce qui est de la France, des enquêtes ont démarré dans les années 50, 51, 54. Nous avons fait une copie d'ailleurs dans le rapport des directives ministérielles datant de 1951 et de 1954 relatives aux mystérieux objets célestes. Voilà. Donc ça, c'est totalement factuel, c'est historique même, concernant la France. Mais la Grande-Bretagne, par exemple, a travaillé pendant plusieurs décennies et a sorti un rapport déclassifié en 2006. Donc nous avons analysé ce rapport, nous avons trouvé un certain nombre de points communs. On y retrouve le constat de cinématique extrêmement rapide, de déplacement. On rappelle, le cinématique, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse, c'est l'accélération et puis donc, et les changements de direction. Et les changements de direction. Voilà. Donc les Britanniques eux-mêmes ont constaté ces comportements curieux. Ils ont noté des rencontres rapprochées avec des effets induits, des effets électromagnétiques, non seulement sur l'électronique, mais également des effets physiologiques, sur lesquels on a d'ailleurs travaillé beaucoup dans notre rapport. On a un médecin qui fait partie de l'équipe. Donc ce rapport était intéressant. Alors il conclut au fond... On est bien d'accord que sur la cinématique, pour que tout le monde comprenne bien, on parle de vitesse a priori qui n'est pas de technologie humaine, enfin ça ne veut pas dire que c'est des objets. On parle d'accélération inconnue. Et on parle de changement de direction extrêmement surprenante par ces objets. C'est bien ça. Oui, on parle de vitesses qui peuvent être des vitesses très largement supersoniques. Ouais. Alors, pour les années 50, ce n'était pas courant. Aujourd'hui, ça l'est davantage. En revanche, ce qui est moins courant, c'est le fait de passer d'une vitesse quasi nulle, d'un vol stationnaire, c'est comme ça qu'on l'appelle en aéronautique, à une vitesse de l'ordre de Mach 5, Mach 10, quasiment instantanément, ou bien de voler à des vitesses supersoniques et de prendre un virage angle droit. Ouais, les avions ne volent pas comme ça, les missiles non plus d'ailleurs. Voilà. Oui, absolument. Bon, et quels sont les autres retours que vous avez pu avoir? Là, vous avez parlé du Royaume-Uni, vous avez a priori la Russie et la Chine, c'est bien ça? Oui, alors la Russie, la Chine un petit peu moins, mais s'agissant de la Russie, nous avons compulsé un certain nombre de documents retraçant les travaux de la Russie depuis les années 50, avec vraiment un pic d'activité entre les débuts des années 70 et le début des années 80. Alors, que peut-on noter? D'abord, ils ont observé un certain nombre de phénomènes au voisinage d'installations, certaines installations militaires ou d'essais. Ils ont enregistré des perturbations dans certains cas. Et d'ailleurs, il y a eu un accord entre les Américains et les Russes qui date de 1971 pour fournir des informations d'alerte réciproques en cas de perturbation d'installation qui pourrait provoquer des incidents. C'est un document qui est totalement historique et qui est Cet accord existe toujours. Est-il toujours valable? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tous les cas, il a été signé à l'époque par, je crois, James Baker, qui était le secrétaire d'État américain, et M. Gromyko, qui était le ministre des Affaires étrangères soviétique. Voilà. Donc, ce rapport donne un certain nombre d'indications intéressantes, en particulier sur les changements de forme qui sont observés, les variations cinématiques, l'absence d'interaction avec l'environnement. C'est-à-dire, dans le milieu de l'air, de l'atmosphère, un objet qui vole à très grande vitesse va induire des phénomènes de compression, de choc, ce qu'on appelle les bangs supersoniques, qui sont très connus. Bon. Dans l'eau, l'eau étant un milieu très difficilement compressible, vous avez des très fortes pressions qui sont engendrées par le déplacement d'un objet. Bon, eh bien, ils ont constaté dans l'air l'absence d'interaction avec l'air, donc pas de bangs soniques, etc., ce qui a été observé ailleurs. Mais plus intéressant encore,
ils ont observé des phénomènes aquatiques, voire des changements de milieu. Donc il y a eu énormément d'études et de signalements faits par la marine soviétique entre 1977 et le début des années 80. Et ça vaut le détour, c'est extrêmement intéressant. Et les Russes sont certainement parmi les pays, ou quelques pays, à avoir étudié de près ces sujets-là. Vous parliez des Chinois, pour terminer. Alors, nous avions noté des recherches faites par les milieux universitaires sur les phénomènes de foudre particuliers, de foudre en boule, que nous avons aussi longuement étudié dans notre rapport, avec un directeur de laboratoire de recherche sur la foudre en boule. Et les Chinois donc, se sont intéressés à ces phénomènes de plasma atmosphérique, de foudre en boule, mais semble aussi, et ça c'est une réaction à l'annonce du rapport américain, réaction qui date, je crois, du 3 juin, où il y a eu un article dans un journal où la Chine répondait à l'annonce du rapport américain en disant, en gros, les observations que vous faites, c'est pas nous, sous-entendu les engins espions dont vous parlez. Nous constatons effectivement des phénomènes très particuliers avec des caractéristiques cinématiques étonnantes. Donc il corrobore en quelque sorte le constat sur la cinématique, mais ne rajoute aucune autre information sur ce qu'ils auraient pu observer par ailleurs. Et ils insistent, ce qui est intéressant, sur le fait qu'ils ont demandé à leurs universitaires et aux forces armées de collaborer ensemble, de façon à réunir de nombreuses données, et ils ont utilisé des techniques d'intelligence artificielle pour exploiter ces données et faire des relevés en quelque sorte des zones de présence de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et ça, c'est un élément intéressant qu'on va retrouver d'ailleurs en résonance avec le rapport américain. Eh bien, nous voici maintenant sur le rapport donc, américain, rapport du Pentagone qui a donc été livré là il y a maintenant 4-5 jours, dont vous avez pris connaissance, faut-il le rappeler, vous êtes quand même bien évidemment largement en contact avec les Américains. On aura peut-être le plaisir d'avoir bientôt un invité sur le plateau de Prestige qui nous parlera de ça. Alors, ce rapport du Pentagone, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en résumé avant de parler des faits marquants? En résumé, c'est un rapport de 9 pages. Donc, qui dit 9 pages, dit assez condensé, très synthétique. Voilà. Et puis c'est un rapport préliminaire. Bon, c'est même plus un rapport, là, on parle ça, c'est presque un synopsis. Oui, c'est un executive summary en quelque sorte. Voilà, mais il contient un executive summary qui est plus court, qui fait une demi-page. D'accord. Donc qui est vraiment super condensé. Ouais. Voilà. Alors c'est un rapport. Peut-être on rappelle, qui a commandité ce rapport du Pentagone? Voilà, j'aurais dû poser la question. Non, mais j'anticipais d'y répondre. Ouais. En fait, ce rapport a été demandé par la commission du renseignement du Congrès américain. Voilà. C'est donc un rapport qui est commandé au Pentagone en raison de faits qui ont été signalés principalement par l'US Navy, par des pilotes, sur des cas répétés d'observation de phénomènes inconnus, en particulier lors de manœuvres navales ou d'essais. Voilà en gros la question qui est posée. Ces questionnements sont remontés en réalité au Congrès par le fait donc des témoignages, pas forcément au fond par des données militaires qui avaient été rassemblées. Et donc le Congrès s'est saisi de cette question et demande au Pentagone de réunir une commission d'enquête qui s'est appelée l'UAP pour Unidentified Aerial Phenomena, Task Force, donc groupe de travail, qui est constitué donc au mois d'août 2020. Donc ceci est important parce que ça se passe en gros 3 bonnes années après ces fameuses vidéos infrarouges qui ont commencé à circuler. Et la déclassification d'un certain nombre de documents. Et la déclassification d'un certain nombre de documents, en particulier d'archives de la CIA, qui ont été émises en gros début 2016. D'accord ? Début 2016, les archives de la CIA commencent à se répandre. Fin 2017, Luis Elizondo apparaît sur les écrans, les vidéos infrarouges commencent à circuler et l'épopée commence. Voilà. Donc nous arrivons en 2021, un an, grosso modo, pas tout à fait, un an après que le Congrès commande ce point de situation, et il le commande à qui? C'est ça qui est important. Il demande la constitution d'une task force.
et il commande un rapport de situation, en fait, au bureau donc, du Conseil du renseignement américain. Donc c'est le bureau qui est en charge de la coordination des activités de renseignement américain pour faire le point justement sur ce qui pourrait être une menace, point d'interrogation. Donc voilà l'histoire de la genèse de ce rapport. Alors on rappelle, parce que ce que vous venez de dire, c'est l'inquiétude du gouvernement américain, des États-Unis, c'est une possible menace sur le territoire américain, d'où vraiment cette idée de mettre en lumière, et en tout cas d'avoir des explications, et donc de faire un rapport. On en est là à ce moment-là. Sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, que dit ce rapport, Luc ? Eh bien, en fait, ce rapport établit au fond un fait de départ qui est l'existence d'un certain nombre de cas recensés principalement sur les 2 dernières années, donc entre 2019 et 2021. Bon, on se souvient que l'affaire du Nimitz... On parle de 144 cas. Oui, 144 cas. L'affaire du Nimitz est plus ancienne, elle date de 2004. Et les alertes des pilotes de l'US Navy, semble-t-il, ont commencé de façon plus fréquente à partir de 2015. D'accord ? Bon. Néanmoins, le recensement des cas qui ont été utilisés pour faire cette évaluation donc, est fait sur la période 2019-2020. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'il y ait eu des procédures de recueil d'informations qui ont été mises en œuvre de façon plus systématique, notamment au niveau de l'US Navy. Donc il y a une question de fiabilité des données et de procédures de recueil qui sont utilisées. C'est ce qui est expliqué dans le rapport. Alors ce qui est important, donc 140 cas sont recensés. Voilà, ils ont établi un certain nombre de classes sur lesquelles on reviendra peut-être. Oui. Et ce qui est intéressant pour sauter à la conclusion, au fond, c'est qu'il est reconnu que en prenant toutes les précautions nécessaires, parce qu'il faut fiabiliser les données et donc continuer à travailler, c'est ce qui est dit. Ce rapport n'est que préliminaire. Ils indiquent qu'il y a de fait des observations répétitives qui ont été faites à proximité d'installations militaires ou de zones d'exercice. Donc est-ce un hasard parce qu'il y avait beaucoup de capteurs à cet endroit-là, ou bien est-ce que c'est effectivement une présence réitérée sur la zone ? C'est une question qui est ouverte, mais en tout cas c'est un constat. Et il constate 2 choses. Un effet de perturbation des exercices, car sur les 140 cas, il y a eu des contacts rapprochés entre des avions, donc de l'US Navy notamment, et ces phénomènes-là. Donc c'est un problème de sécurité pour les pilotes. Donc c'est un problème de sécurité des vols, qui peut être grave, donc à peu près une dizaine de cas. Premier point. Deuxième point, c'est l'interrogation au vu des caractéristiques très étonnantes pour certains cas, du point de vue de la cinématique des accélérations des vitesses, qui pourraient suggérer la présence d'engins inconnus, là on parle d'engins, pas de phénomène au sens large, d'engins, correspondant à des technologies qui sembleraient surpasser les technologies américaines. Donc là, à ce moment-là, ça devient un problème de sûreté. Point d'interrogation, y aurait-il une puissance étrangère dotée de technologies très largement supérieures aux technologies américaines, fréquentant assez régulièrement les installations d'essais et les zones d'essais américaines où se produisent des essais qui sont confidentiels. C'est la deuxième question. Donc dans les 2 cas, c'est un problème soit de sécurité pour les pilotes, vous l'avez dit, et soit surtout un problème de sûreté par rapport au pays, les États-Unis, avec cette possibilité peut-être d'objets ou de technologies qui sont donc pas américaines, donc qui pourraient être russes, chinoises ou autres pays, ou autres même, on ne sait pas. C'est la première fois qu'il y a un tel rapport quand même qui se fait, même s'il est sommaire, même s'il fait 9 pages. Est-ce que c'est pas ça le plus marquant en fin de compte dans ce rapport-là ? C'est tout à fait ça. 9 pages pour dire, il y a un point d'interrogation sur ce qui se passe dans notre ciel, avec un impact potentiel sur la sécurité de certains vols, vols militaires, d'essais, etc. Et de l'autre sur le fait qu'on a une présence qu'on ne maîtrise pas. Ça c'est nouveau. Il faut se rappeler quand même que la dernière fois que le Pentagone s'est exprimé sur le sujet, c'était principalement l'US Air Force d'ailleurs à l'époque. C'est le rapport de la commission Condon qui conclut au fond à l'absence... Quelle année ça c'était ? 1969, date après laquelle d'ailleurs... Ils disent ne plus mener de recherche du tout sur le sujet. Parce qu'il n'y a pas de preuve de sûreté, voilà. Du coup, et pas de preuve de sécurité. Et donc, effectivement, la conclusion à l'époque, c'est absence de risque
aéronautique, problème de sûreté. Les Britanniques ont dit la même chose dans le rapport qui est sorti en 2006. Bon, le fait est que les Américains font des essais depuis des années et que ces essais semblent bien se dérouler. Bon. Donc, en résumé, sur ce rapport du Pentagone, donc, qui est sommaire, que tout le monde va pouvoir, bien évidemment, lire. Hein, il sera ouvert à tout le monde. Nous l'avons eu sur Internet. Voilà, on l'a sur Internet. Il n'y a pas, encore une fois, de fait marquant, si ce n'est la réalisation de ce rapport de 9 pages. Est-ce que ça ne prépare pas l'idée, je vais poser la question, de commencer un peu à éduquer les gens sur l'idée même d'un sujet autre possible? Parce que, encore une fois, depuis 1969, il n'y a rien eu. On voit bien quand même qu'un des points marquants dans les 5 cas, on va peut-être les rappeler tout à l'heure, c'est notamment le côté invraisemblable d'objets au niveau de la cinématique. Il s'est exprimé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette idée un peu d'éduquer les gens, de les préparer, si j'ose dire, à peut-être d'autres informations qui pourraient être d'ailleurs des technologies qui ne sont pas américaines, qui soient russes ou chinoises, mais ça veut dire qu'ils sont meilleurs que nous. C'est une possibilité. On ne peut pas réellement trancher sur la tendance au vu du rapport. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il pose en même temps la question de la fiabilité des données et des procédures de recueil. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, il y a derrière une recommandation, car ce rapport recommande quoi ? Il recommande d'adapter les procédures de recueil et de les partager plus largement. En fait, il faut comprendre ce qu'ils expliquent. Mais les partager plus largement à qui ? Entre les services américains, j'avais pas terminé. Vous êtes sur un rapport national, d'accord ? L'aspect international n'intervient absolument pas, à part le questionnement sur d'éventuels avions espions, si vous voulez. Mais en dehors de ça, on ne parle pas de coopération, on ne parle pas de ces sujets-là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on peut améliorer la fiabilité des données, puisque c'est demandé à des services spécialisés. Et donc, ils expliquent qu'il faut, d'une part, avoir de meilleures procédures, partager plus largement. Partager plus largement, ça veut dire quoi ? US Navy, US Air Force, aviation civile. Et il précise, s'agissant de l'aviation civile, que les informations doivent être collectées systématiquement en temps de procédure normale et dans des cas constatés d'exception, d'anomalie. Voilà. Donc, partage des informations. Vous savez que les Américains ont mis en place des procédures de ce type-là dans les années 50. Ça s'appelait les procédures JANAP, qui étaient appliquées à l'armée de l'air américaine, à la Navy, à la marine marchande et à l'aviation civile, qui devaient faire systématiquement un reporting de tout cas d'étonnement, c'est-à-dire observation d'avions, de missiles, d'objets inconnus, d'UFO, c'était le terme utilisé. Ils devaient rendre compte systématiquement et ces rapports étaient confidentiels à l'époque. Voilà. Donc, mise en place de procédures. Deuxièmement, amélioration des moyens d'observation et de recueil, car ils reconnaissent, et on peut le comprendre, que les matériels opérationnels, comme les caméras infrarouges qui étaient sur les F-18, sont faits pour mener des opérations opérationnelles. Ce ne sont pas des appareils de mesure. Vous voyez ? Ça doit capter un objet, le poursuivre, donc voire le détruire. L'idée, c'est de se perfectionner technologiquement. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'améliorer les recueils de données, à la fois par de l'information, on l'a dit, civile et militaire, donc témoins visuels ou intelligence humaine, et aussi par les nouvelles technologies telles que la data analytics, l'intelligence artificielle, etc. Voilà. C'est ça ? Donc c'est vraiment, mais ça aussi c'est une avancée, c'est de le dire, c'est quand même incroyable, ça n'a jamais été dit ça avant. C'est un fait qu'il n'y a jamais eu d'informations sur les techniques de recueil, sur la nécessité de fiabiliser, sur le fait de mener un programme de recherche et technologie, c'est ce qu'ils indiquent, sur ce sujet. Voilà. Alors, on a un autre point, Luc. L'étude de cas qui conduit à établir une classification en 5 causes. On va vite passer. Les premières, c'est le cluster aéronautique artificiel. Donc, c'est des débris, des ballons polluant les observations. C'est des phénomènes naturels atmosphériques, nuages de glace ou effets de couche thermique générant des effets parasites. Donc, ça peut être tout ce qui est plasma, on en parlait. D'éventuels engins technologiques nationaux, donc tout ce qui est Black Program ou réalisé par les gouvernements américains, voire la CIA, ou industriels. Et puis, on l'a dit, les engins technologiques étrangers, espions russes, chinois ou autres. Enfin, il y a le 5e, c'est autre classe. Alors, mais déjà, sur les espions, si cette technologie
elle est faite par les Américains, les Russes ou les Chinois, c'est pour la sûreté des États-Unis et même quelque part pour la sûreté de l'Europe, c'est extrêmement inquiétant. Alors, parce que, comment se fait-il que les services d'enseignement ne soient pas au courant? Parce que si une technologie humaine arrivait à faire de telles choses, comme dit Alain Juillet dans la précédente émission qu'on vous rappelle et qui serait intéressant de regarder, en 2 mois, les pays sont au courant quand même. Donc c'est ça qu'on a du mal à imaginer. Comment ils peuvent mettre ça sur un rapport? D'abord, le rapport vient de sortir, mais les signalements faits par les militaires américains et par l'US Air Force, qui a été globalement relativement silencieuse pendant plusieurs années sur le sujet, des commentaires ont été faits l'an dernier par le North Command américain, si vous voulez, le NORAD, voilà, qui a pour rôle de veiller à l'espace aérien du continent nord-américain, et en liaison avec le Canada par ailleurs. Bon, ils ont effectivement fait le constat d'objets apparaissant dans l'espace aérien. La conclusion, et c'est ça qui est important dans le contexte d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit il faut renforcer les capacités de nos systèmes de défense, nos chaînes de commande-contrôle, leur réactivité, nos moyens de surveillance, etc. Donc leur positionnement, en quelque sorte, c'était de dire eh bien, il faut plus de crédits, plus de moyens, à renforcer l'efficacité. Comme cela a été dit d'ailleurs au passage, après le 11 septembre, les Américains ont des technologies qui sont très sophistiquées, etc. Mais le constat du 11 septembre, c'est qu'elles étaient tournées vers l'extérieur. Vous voyez ? Et à l'intérieur, s'il se produit un événement, et malheureusement il s'en est produit un, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la boucle de réaction, la rapidité pour faire intervenir leurs chasseurs là où il fallait. Donc ils ont perfectionné ces choses-là. Bon, aujourd'hui, ils constatent qu'il y a peut-être des intrusions, c'est ce qu'ils disaient, et donc il faut faire quelque chose. Donc la posture, c'est bien de dire il faut renforcer nos moyens. Renforcer les moyens de recueil, ça c'est le discours, au fond, des services de renseignement qui rendent compte de la situation. Et de l'autre, les moyens de l'US Air Force en particulier doivent être renforcés. C'est ça la posture. Alors après, allons aller savoir ce qu'il s'agit de technologies russes ou autres. Il est évident que... Alors il y a un cinquième cas, il y a un cinquième cas dont tu parles, c'est autre classe, ce qui ne correspond pas au cas précédent, avec un problème de fiabilisation des données. Je reprends ce que... Oui. Donc là, c'est en fait... Autre, c'est quoi ça? Est-ce que les vitesses mesurées qui sont exceptionnelles, les variations d'accélération qui sont exceptionnelles, est-ce qu'elles ont bien été mesurées? Est-ce qu'on doit considérer ces données véritablement comme valides? Et auquel cas, qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, en tout cas, ça ouvre la question. Oui, ça ouvre la question. Donc, c'est un rapport, en tout cas, ce qu'on peut dire, de 9 pages que tout le monde peut se procurer. D'ailleurs, comme le rapport français de Sigma 2 que j'invite, que vous avez sorti début juin. On conclure ce rapport de 9 pages dit à la fois pas grand-chose, mais beaucoup de choses. Il avance quand même des informations susceptibles de voir une évolution rapide dans les prochains mois, les prochaines années, sur d'autres origines, on va dire. Disons qu'il ne ferme pas le dossier. Ouais. Il y a quelque chose et il faut travailler sur ce quelque chose avec les procédures, les moyens techniques qui vont bien, etc. Voilà. C'est un faux sujet, il n'y a rien à voir, on passe à autre chose. Il y a un sujet, il faut travailler dessus. Après, quant aux déclarations qui ont été faites par d'autres, comme Luis Elizondo, etc., sur de nombreuses données, sur d'autres effets. Par exemple, les vidéos qui ont circulé sur Internet, observées depuis un bateau, avec un objet sphérique qui passe de l'air à l'eau, etc., ces sujets-là ne sont pas spécialement abordés. D'accord ? Voilà. Ce qu'il faut en dire, ce n'est pas un rapport scientifique, ça ne parle pas de coopération scientifique, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ce qui leur a été demandé, c'est factuel. C'est préliminaire. En tout cas, c'est un rapport qui dit qu'il faut faire attention, c'est préoccupant, il y a un problème de sûreté nationale et il faut avancer plus dans la collecte de données et faire plus de technologies pour comprendre un petit peu ces phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Eh bien, c'était le spécial éclairage donc avec Luc Dini que j'ai eu l'honneur d'animer. Merci beaucoup Luc, hein, merci d'avoir fait le déplacement pour nous expliquer un petit peu votre point de vue sur ce rapport-là. Il est évident qu'on vous tiendra au courant sur tous ces phénomènes tout au long de l'année. On fera peut-être certainement des spéciales éclairages. En tout cas, c'est un sujet préoccupant. On le voit bien au niveau des États-Unis et notamment des services de renseignement et en particulier du Pentagone qui préoccupe beaucoup pour la sûreté nationale. Merci, c'était Spécial OVNI, émission éclairage réalisée et produite par Anews Sécurité. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Recherche scientifique, un naufrage mondial aux éditions Guitry Daniel. C'est le livre et l'enquête coécrite par le physicien Jean-Pierre Petit et le journaliste Jean-Claude Bourret. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourret, recherche scientifique, un naufrage mondial. Alors dis donc, on va essayer de sauver, je ne sais pas si on est dans les 40, le déluge et les 40 jours. Jean-Pierre Petit, d'abord, je tenais à vous saluer parce qu'il me souvient d'une émission que nous avions faite ensemble il y a 30 ans, quand j'étais sur France 3 et que j'animais une émission que je produisais aussi, qui s'appelait Français si vous parliez, et vous étiez venu après 2 livres chez Albin Michel nous parler des Humites et des habitants d'outre-univers ou d'outre-monde. Vous vous en rappelez, peut-être ? Oui. Oui. Attendez, on vous entend pas très très bien, Jean-Pierre Petit, il faut se rapprocher peut-être. Je suis sur le micro, là, est-ce que ça marche ? Voilà, ça marche très bien. Bon, ben d'accord, je vais garder le truc. Voilà, c'est pas oui, gardez-le comme ça avec vous. Alors, je suis ravi de vous accueillir ainsi que Jean-Claude Bourret, notre ami journaliste et qui a écrit ô combien de bouquins, notamment aussi sur les ovnis, Jean-Claude. Et effectivement, alors, ce livre, Recherche scientifique, un naufrage mondial, vous dites, et c'est vrai, vous avez été depuis très longtemps, vous étiez chercheur au CNRS pendant longtemps, Jean-Pierre Petit, et vous continuez, vous persistez, vous signez dans tout ce qui est cosmologie, astrophysique et physique théorique, et c'est un livre, je le dis, qu'il n'est pas facile à lire, mais qui est passionnant parce que, justement, il explore les frontières. Et vous avez toujours été, ou en tout cas depuis très longtemps, hors passage clouté. Et ça vous a valu quelques déboires, Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, pardon. Oui. Écoutez, dans ce livre-là, j'ai essayé de faire un petit peu le point sur la science actuelle. Quand je parle de la science, c'est la science théorique. Parce qu'au point de vue expérimental, etc., on fait des tas de choses formidables. Mais sur le plan de la théorie a connu un essor fantastique entre 1890, à l'époque où on découvre la radioactivité, et puis 1970. Oui, écoutez, excusez-moi, je vais vous interrompre. Jean-Pierre Petit, il faudrait que vous preniez votre téléphone, mais je ne vois pas parce que là, le son n'est pas bon. Excusez-moi, mais on a... quoi faire. Est-ce que vous avez votre téléphone par hasard ? Il faudrait l'appeler sur le téléphone, je vais en parler avec Jean. Ah, il est au téléphone. Alors, il faudrait que vous mettiez votre téléphone vraiment près de vous et que sinon, ça fait hacher, c'est un problème. Alors, allez-y. Alors, reprenons sur la science théorique. Vous disiez qu'effectivement, c'est pas l'expérience, c'est la théorie, c'est bien ça ? Voilà, c'est sur le plan de la physique théorique, voilà. De l'astrophysique théorique. Oui. Là, c'est formidable entre 1890 et 1970, et à partir de 1870, tout s'arrête. Tout s'arrête, c'est-à-dire que les théoriciens prévoient des particules qu'on n'observe pas, et puis les modèles cosmologiques, comme le modèle d'Einstein et de Friedman, ne marchent plus. On est obligé de rajouter de la matière sombre, de l'énergie noire, des inflatons, etc. Et le public ne se rend pas compte à quel point, depuis 50 ans, rien n'est apparu de nouveau. Donc avec Jean-Claude, on a fait le bilan de tout ça dans un livre en expliquant ça par le menu. Alors pourquoi ? Alors quand même une question, pourquoi rien n'est apparu de nouveau depuis 50 ans ?
Ben justement, je me suis posé la question et je crois qu'il y a un virage mathématique qu'on n'a pas pris. Ce virage, c'est la géométrie, c'est la cosmologie. C'est le fait que l'univers avait une structure géométrique beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, quoi. Ouais. Donc, là, ce virage n'a pas été pris et si on ne fait pas ça, ça ne marche plus. Alors, vous avez par exemple un objet pour lequel je suis très critique, c'est le trou noir, auquel tout le monde s'accroche. Et dans ce livre, bien, on montre aussi que ce modèle ne tient pas le coup. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que j'ai essayé, ce que nous avons essayé de construire depuis 30 ans, c'est le modèle Janus. Et le modèle Janus, eh bien, il se fonde sur une chose, c'est que l'univers, à ce moment-là, a deux faces, comme le dieu Janus. Il a un endroit, il y a comme le Janus bifront, c'est ça. Voilà, comme Janus Bifron. Alors, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'il y a certains auteurs, comme par exemple Turok, un Canadien, je crois, qui commencent à envisager ça, c'est-à-dire à envisager que l'univers puisse avoir une sorte de jumeau. Tandis que moi, je les ai repliés tous les deux ensemble, et ils dialoguent, etc. Alors, quand même, ce qui est important, c'est que quand on crée des modèles théoriques, la seule chose qui compte, c'est les confirmations observationnelles. Oui. Là, moi, j'en ai dénombré 17. Vous voyez, ça explique pas mal de choses. On ne va pas se rentrer dans le détail, les gens trouveront ça dans le livre, mais ça mériterait examen. Et alors là où ça ne colle pas, c'est que depuis 8 ans, les portes sont fermées. Les portes sont fermées, les portes de... les portes des institutions, les portes de la recherche, quelles portes? Des laboratoires, etc. Tout est fermé. Moi, j'écris des lettres, personne ne me répond, quoi. Depuis 8 années. Hein, voilà. Alors, moi, je pense que la science devrait... Jean-Pierre Petit, est-ce que vous ne croyez pas qu'aussi le fait, et alors on va en discuter, vous dites justement vous-même, vous dites quelquefois j'en ai marre des sourires, enfin j'en ai marre, non, j'observe des sourires amusés ou des sourires imbéciles, je ne sais pas, on va pas avoir des sourires amusés ni imbéciles, j'espère, mais est-ce que le fait, et vous en parlez puisque vous persistez, vous signez, vous avez dit, vous savez, on en avait parlé avec les humites, avec les habitants de, voilà, les objets volants non identifiés et leurs habitants. Vous dites aussi dans ce livre, ils nous regardent, ils nous observent, ils sont infiniment supérieurs à nous, ils pourraient effectivement nous écraser d'un revers de main, mais effectivement ils ne le font pas et c'est à nous de nous retrouver. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est peut-être avec ça, moi je ne prends pas parti, mais peut-être des déclarations comme celle-là, avec ce que vous avez d'ailleurs dit et depuis longtemps dans des livres, est-ce que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui dit oui mais attendez, c'est pas prouvé, c'est très joli, ces histoires d'hommes du mythe et de petits hommes verts ou pas, mais enfin, rien n'est prouvé, et donc Jean-Pierre Petit, on l'apprécie, mais comment voulez-vous qu'on le suive ? Mais, Monsieur Berkoff, je veux dire qu'il faut sortir du monde de la croyance. Les gens peuvent avoir des croyances comme quoi nous sommes visités, comme quoi nous ne sommes pas visités, mais là, on se situe dans le domaine de la science, je dirais même des mathématiques. Vous savez, c'est comme une partie d'échecs. Moi, je suis comme un joueur d'échecs qui n'arrive pas à rentrer dans un club pour faire une partie avec les membres du club. C'est quand même pas normal, vous voyez. Oui. Mais alors, justement, vous dites que, et on va en parler tout de suite après les informations, parce que vous dites que vous pensez les croyants, et vous dites que vous, c'est la science et pas la croyance. On va en parler tout de suite après les informations avec Jean-Claude Bourret. Et c'est un sujet qui anime le monde depuis 3000 ans, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas nous appeler au 0806 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors Jean-Claude Bourret, on est content de l'avoir avec nous sur le plateau, et nous avons aussi Jean-Pierre Petit, bien sûr, le scientifique. Vous, Jean-Claude Bourret, je ne vais pas vous présenter, hein. France Inter, France 3, TF1, la 5, RMC, mais aussi le Jean-Claude Bourret écrivain, le Jean-Claude Bourret essayiste, et vous avez vous-même écrit plusieurs livres sur les ovnis, puis vous avez écrit d'autres livres avec Jean-Pierre Petit, mais dites-moi justement, reparlons de ceci. Alors, ce livre était pour dire, là on a bien compris Jean-Pierre Petit qui dit voilà, actuellement il y a un certain nombre de thèses que j'avance avec mes collaborateurs, il y a un certain nombre de thèses qui sont voilà sur le monde, sur l'univers, sur Janus par rapport au trou noir, etc. Et je lui ai dit, vous l'avez entendu bien sûr, je lui ai dit mais écoutez, reparlons un peu de ces hommes, de ces humains
mythes ou de ces gens un peu surnaturels, qui ne sont pas en tout cas de notre monde à nous, et qui ont un pouvoir formidable. Et Jean-Pierre Petit me répond, oui, mais écoutez, il y a les croyants d'un côté et les autres de l'autre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une croyance, Jean-Claude Bourré? Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser aux objets volants non identifiés, j'y connaissais évidemment rien, j'étais rédacteur en chef de France Inter, et c'était en 1973. D'accord. J'ai découvert le dossier. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, l'actualité, c'est est-ce qu'on va recevoir une bombe atomique sur la figure de la part des Russes? La Covid-19, est-ce qu'elle va reprendre à la rentrée? Et puis, est-ce que le Premier ministre femme va nous permettre d'avoir un niveau de vie supérieur à celui que nous avons actuellement? Mais quand on lève les yeux vers le ciel, on comprend quelle est l'importance du problème. Et je vais vous la faire courte, comme on dit chez les joueurs de boules. Eh bien... jusqu'en 1995, c'est-à-dire hier, il y a un peu plus de 20 ans, jusqu'en 1995, imaginez-vous que quand on faisait un débat avec un astrophysicien et que vous lui disiez, mais enfin monsieur, c'est pas possible que nous soyons le seul système planétaire parmi ces milliards de galaxies. Je rappelle qu'une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent un cortège de planètes. Donc c'est incroyable. Il y a 2000 milliards de galaxies. Vous imaginez, c'est des chiffres qu'on peut même pas imaginer. La NASA, d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 5 ans, a estimé, écoutez bien le nombre plutôt, la NASA estimait à 60 milliards le nombre de planètes habitable dans notre seule galaxie. Et il y a 2000 milliards de galaxies. Mais tout ça, avant 1995, on ne le savait pas. Les astrophysiciens vous disaient, monsieur Bourré, vous êtes bien gentil, mais moi je suis astrophysicien, je suis tous les soirs dans les plus grands observatoires du monde, on n'a jamais vu la moindre planète tourner autour d'une autre étoile, jusqu'en 1995. Je ne vous parle pas du 16e ou du 17e siècle, je vous parle de la fin du 20e siècle. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ça a complètement bouleversé les choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une étoile, la première planète qu'on a découverte s'appelle 51 Pégasi B. Pourquoi 51? Parce qu'elle est à 51 années-lumière de notre système planétaire. Je rappelle qu'une année-lumière, c'est une fusée qui vole à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde. On en est loin. Oui, parce qu'à cette vitesse, la masse d'une fusée deviendra infinie, enfin tout. Bon, et donc, ça représente des distances, ça représente des myriades de civilisations qu'on ne peut même pas imaginer. Mais Jean-Claude Bourré, justement, revenons à la NASA et après 95, comme vous dites. Quand la NASA dit planète habitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conditions de pression, de température, d'eau liquide qui correspondent à ce qui est sur la planète Terre. Mais c'est une excellente question que vous posez, parce que on fait de l'anthropocentrisme. Donc on s'est dit, s'il n'y a pas exactement les conditions de vie que nous avons, nous, sur la planète Terre, la vie ailleurs n'est pas possible. Mais peut-être qu'elle est possible, peut-être que par des températures... avec d'autres critères, etc. Bien sûr, de moins 30 degrés, on peut... une planète où on respirait que du CO2. Oui, mais alors, et je vais en parler évidemment avec Jean-Pierre Petit aussi, mais Jean-Claude Bourré, le problème, c'est que effectivement, et on peut tous se dire, d'ailleurs, avec les milliers de milliards d'étoiles et les galaxies et cet univers à l'expansion infinie, pourquoi il n'y aurait que nous, la Terre, qui soit habitable et effectivement avec d'autres personnes. Sauf que, on en revient toujours à la même question, mais depuis 50 ans et plus, sauf que aucune preuve tangible, et c'est la science, c'est quand même la preuve, c'est quand même l'expérimentation et le renouvellement de l'expérimentation. Il n'y a jamais eu l'ombre du commencement d'une preuve. Alors, il y a eu Roswell. Non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord du tout. D'accord. Du tout. Vous savez, je rigole parce que j'ai 80 ans passés, donc je vois l'évolution de la vie et je vois beaucoup de gens qui sont passionnés par les ovnis, qui ont 30, 40, 50, 60 ans, bien sûr, qui disent on attend les révélations du Pentagone qui a un dossier secret sur les ovnis, on attend ça. Mais moi, j'ai relu mes premiers livres qui viennent d'être republiés d'ailleurs. Mes premiers livres qui datent de 74. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces livres? Il y avait une lettre
Eyes Only, c'est-à-dire seulement les yeux, destiné au président des États-Unis en 1947. Et que disait cette lettre? Monsieur le Président, les ovnis sont quelque chose de réel. Ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète. 1947. Mais qui a écrit cette lettre? Le chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Et il y a la photocopie dans mes premiers bouquins. Et aujourd'hui, on dit « Ah, on attend les preuves. » Mais c'est quoi les preuves? Tu veux un extraterrestre dans ton lit le soir? Non, c'est ridicule. Il y a une inculture connaissant de connaissance. Jean-Claude, je sais qu'on ne va pas s'accorder là-dessus, mais c'est pas parce qu'un chef d'état-major a écrit une lettre dont vous avez la photocopie que ça veut dire que l'OVNI existe. C'est ça. Et je voudrais vraiment, parce que c'est important ça. Moi, je ne nie pas la chose. Vous savez, en fait, on est dans l'athée face aux croyants. Et vous disiez, croyants, Dieu existe. L'athée vous dit, Dieu n'existe pas. Donnez-moi la preuve que Dieu existe, dit l'athée. Et le croyant dit, mais attendez, je peux vous donner des tas de preuves. Et bon, on en a discuté. Non, mais pendant vous des avez siècles. la preuve scientifique, qui est la spécialité de Jean-Pierre Petit, et vous avez la preuve judiciaire. Est-ce que je peux... Alors, Jean-Pierre Petit, on vous écoute. Voilà, j'aimerais intervenir parce que dans un débat comme celui-là, il ne s'agit pas de se situer sur le domaine de la croyance en disant j'y crois ou j'y crois pas. Il faut se poser la question, est-ce que les voyages interstellaires sont faisables, oui ou non? Alors, avec la physique telle qu'on la conçoit actuellement, avec cette limitation à 300 000 km par seconde, eh bien, il faut 40 ans aller, 40 ans en retour pour aller vers la plus proche étoile. Donc, il y a un scepticisme qui découle de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le modèle Janus? Ça change tout. C'est-à-dire que dans le modèle Janus, il y a deux distances possibles, il y a deux vitesses de lumière possibles. Et si un véhicule arrive à inverser sa masse, à ce moment-là, les distances sont divisées par 100 et la vitesse de lumière multipliée par 10. Donc on gagne un facteur 1000 sur le temps de voyage. Donc les voyages interstellaires sont bien impossibles. Je m'arrête là. Je pense que c'est la seule chose à dire. Dire, voilà, avec ce modèle qui quand même arrive à résoudre beaucoup de problèmes en astrophysique, pratiquement la majorité, eh bien à ce moment-là, les voyages interstellaires sont non impossibles. Alors est-ce que, parce que c'est une conclusion afférente à ce modèle, est-ce qu'on doit fermer la porte à ce travail? C'est aberrant. Ok. Je comprends. Oui, non, mais ça... Juste un mot, parce que ce que vient de dire Jean-Pierre Petit est essentiel. C'est-à-dire que dans notre livre, qui est fait à 99% évidemment par l'intelligence de Jean-Pierre Petit, il explique ce qu'est son modèle Janus, parce qu'il s'est rendu compte que la physique tournait en rond depuis 1970. Elle a inventé des tas de trucs, la théorie des cordes, la matière noire, tout ça, qu'on n'arrive pas à observer. Le modèle Janus, imaginé par Jean-Pierre Petit, écoutez bien ce que je vous dis, il a 17 points d'observation qui le vérifient. Donc c'est pas un calcul mathématique ou physique ou d'astrophysique sur un coin de table. C'est quelque chose qui est fondamental et qui devrait inciter les astrophysiciens du monde entier à regarder ce modèle Janus de Jean-Pierre Petit pour se dire il y a une nouvelle voie pour l'astrophysique et c'est Jean-Pierre Petit qui l'a ouverte. Et alors moi je voudrais juste ajouter quelque chose pour vous montrer qu'on n'est pas du tout dans la fermeture ici. C'est que effectivement, je crois aussi, au sens que la science, enfin les découvreurs, ce sont ceux qui sont toujours sortis des passages cloutés. On le sait, d'ailleurs Luc Montagnier, quand il a découvert le virus du sida avec d'autres, et beaucoup de gens, Raoult me disait encore, qui n'est pas un découvreur, mais qui disait, mais si on ne sort pas des schémas habituels, évidemment, on reste dans une certaine structure. Et c'est pour ça qu'on est heureux de recevoir Jean-Pierre Petit et vous-même, Jean-Claude. On va continuer à en discuter parce que c'est passionnant après cette petite pause. En tout cas, le schéma habituel de cette émission, c'est que vous prenez la parole au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et un livre qui nous met dans tous nos états, recherche scientifique, un naufrage mondial, Jean-Pierre Petit, Jean-Claude Bourret. Et je voudrais signaler, Jean-Pierre Petit, je voudrais vous féliciter aussi pour le texte, bon, avec Jean-Claude Bourret, les entretiens, mais alors pour vos dessins. C'est un texte truffé de BD, de dessins et de portraits,
remarquable. Je savais que vous étiez un scientifique, je ne savais pas que vous étiez... Écoutez, Jean-Claude Bourret m'a dit que vous aviez fait la Bible en BD, malheureusement je ne savais pas, mais je vais me le procurer très vite. En tout cas, c'est un livre vraiment à regarder autant qu'à lire. Alors, on était en train de parler justement du Janus, etc. Alors, moi, je voudrais, Jean-Claude Bourret, au fond, expliquer un peu le but du livre, parce que c'est pas un livre facile, je le dis, mais c'est un livre vraiment très intéressant, parce que ça explose des frontières, ça expose et ça explose aussi des frontières qui méritent de visiter. Écoutez, vous dites c'est pas un livre facile, je me permets de vous contredire un peu, parce que je l'ai relu hier soir. Oui. Vous savez, quand on travaille là-dessus pendant des mois et des mois, on ne sait plus quelle est la page 10 ni la page 17. Oui. C'est vrai qu'il y a des pages, mais très peu, où il y a des formules mathématiques. C'est pour montrer le sérieux des travaux de Jean-Pierre Petit et pour que les scientifiques qui ont le niveau maths sup ou maths spé minimum puissent vérifier la réalité de ce que dit et écrit Jean-Pierre Petit. Moi, je crois que Jean-Pierre Petit fait progresser l'astrophysique de façon considérable. Pourquoi ? Parce que il y a 50 ans, il s'est intéressé aux objets volants non identifiés via la MHD, la magnéto-hydrodynamique, et j'aimerais, si vous le permettez, qu'il nous dise quand même un mot de ce qui s'est passé avec Poutine et les fusées, parce qu'on retrouve Jean-Pierre Petit. Oui, je sais. Alors, on va absolument, et j'allais vous poser la question tout à fait par rapport effectivement au sonique, hein, à l'hypersonique. Vous en parlez dans votre livre, Jean-Pierre Petit. Ça, c'est tout à fait passionnant. Il a raison, Jean-Claude Bourret, d'y revenir sur ce que vous aviez annoncé il y a 30 ans. C'est pour montrer le sérieux de Jean-Pierre Petit, parce que la MHT, la magnéto-hydrodynamique, je me souviens, il avait fait son expérience en direct sur TF1 avec les frères Bogdanov. Il avait montré comment, en générant un courant autour d'un solide, les particules ne tapaient plus le solide, donc ça expliquait qu'on voit des ovnis qui volaient à des milliers de kilomètres/heure dans l'atmosphère sans ondes supersoniques. Mais je voudrais et ça a été piqué par les soviétiques. Alors justement, on va le laisser expliquer cela, mais je voudrais d'abord que Jean-Pierre Petit, vous nous expliquer la MHD. C'est quoi la MHD ? Je vais récemment déjà faire une petite remarque simplement. Oui. Vous voyez, Jean-Claude Bourret m'a rappelé qu'un jour il avait rencontré le directeur général du CNRS il y a pas mal de temps en lui disant qu'est-ce que vous pensez de Jean-Pierre Petit. Il avait répondu c'est un fou. Hein. Maintenant, si on cherche dans nos dossiers CNRS, on trouve la réponse d'un expert à une question qu'on lui posait qui était la suivante. Ce type-là veut faire marcher des engins à vitesse supersonique sans onde de choc, est-ce qu'il est malade ? Et la réponse était non, je pense qu'il a toute sa tête. Alors vous voyez, c'est extraordinaire quand on sort des clous, mais on passe carrément pour un fou. Oui. Alors, vous n'êtes pas le premier de ce point de vue-là, oui. Voilà. Alors, de quoi il s'agit avec la MHD, justement, Jean-Pierre Petit ? Il y a une chose, c'est que lorsque vous promenez dans un fluide, vous prenez les molécules qui viennent taper sur le bout du nez. Hein, et c'est une sorte de mécanisme des fluides passifs. Vous ne pouvez rien faire. C'est un peu comme si vous couriez dans la pluie, vous prenez les gouttes d'eau sur le nez. Quoi. Alors la MHD, c'est que si on arrive à ioniser ce gaz et qu'on agit dessus avec une décharge électrique et un champ magnétique, on arrive à agir sur ce fluide. Alors si on arrive à agir sur ce fluide, eh bien, on lui fait faire ce qu'on veut. Va à droite, va à gauche, passe par ici, passe par là. Bon, ça... moi, j'avais commencé à faire des expériences comme ça en 1965 avec une soufflerie supersonique qui crachait du gaz à 10 000 degrés. Donc, il y avait déjà des expériences absolument fantastiques. Donc, tout ça, lorsque j'ai, eu ces idées-là, eh bien, j'ai commencé par faire des sciences hydrauliques. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur un fluide. Et à ce moment-là, on a fait disparaître la turbulence. C'est pas rien. C'est-à-dire un objet peut fonctionner sans faire de bruit. Puis après, il y a eu une expérience clé. On a fait disparaître une vague d'étrave devant un petit navire. Puis alors après, il y a eu une thèse de doctorat avec un garçon qui s'appelait Bertrand Lebrun, avec une bourse du CNRS. Et moi, je voulais réaliser l'expérience parce que je suis un expérimentateur au départ. Et je trouve qu'une science qui n'a pas d'expérience, c'est pas une science. Une science qui tourne le dos à l'observation, c'est pas une science non plus. Absolument. Donc,
expérience. Donc, j'avais rencontré Pierre Papon, qui était directeur général du CNRS. J'avais réussi à le convaincre. Alors, il avait mis là-dessus un homme charmant qui s'appelait Combarnous, qui est décédé en 2012, et on avait monté un contrat là-dessus. Donc, le contrat, vous savez, toutes les expériences que j'ai faites, elles ont marché au premier essai. Ça, je suis très fier de pouvoir dire une chose comme ça. Et cette expérience-là, elle aurait fonctionné au premier essai. On aurait eu sans MHD onde de choc, avec MHD sans onde de choc. Ce sont les militaires qui ont mis le frein là-dessus. Vous comprenez? C'est ça. Disons que j'ai été exclu du contrat et tout s'est cassé la figure. C'est extraordinaire. Et alors, ce que fait aujourd'hui Poutine en annonçant cet engin-là, c'est quoi exactement? Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé, enfin créé à l'époque? Non, complètement. En 1976, j'avais 20 ans d'avance sur les Russes. Rendez-vous compte d'une chose. Lorsque je faisais de la MHD, la tuile mécanique des fluides, où j'avais à ce moment-là un appareil qui pesait je ne sais combien de tonnes, cette tueur supersonique, j'ai obtenu des résultats d'annihilation de la stabilité de Velikov, et Velikov, qui est devenu par la suite vice-président de l'Académie des sciences, qui était le du RSS, oui, du RSS d'époque, oui. Ce sont les Français qui sont en tête. Le prochain colloque scientifique aura lieu à Marseille. Il n'y a jamais eu de suite. Il y a eu un colloque et c'est tout. Vous vous rendez compte, les Russes sont venus à Marseille voir ce que je faisais dans les années 80. Voilà. Alors après, il se trouve que j'ai continué à faire des travaux de ce genre dans des gaz à raréfier. Alors les gaz à raréfier, ça permet de faire des expériences dans une chambre de bonne. Je me rappelle un homme qui s'appelle Christian Nazeg, qui était responsable des mesures à Mururoa, et un jour il va à Novosibirsk en Sibérie, et qui est au centre de la MHD russe. Et là, il tombe sur un Russe qui lui dit « Vous êtes français? Oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit? Oui. Jean-Pierre Petit, suppression de la stabilité de Velikov dans chambre de bonne. Je suis connu en Russie. Et je peux vous dire une chose qui peut vous paraître complètement aberrante. Sans les découvertes que j'ai faites, les engins russes ne fonctionneraient pas. C'est tout. Voilà. Ah oui, il faudrait que Poutine le dise là. Ce serait pas mal. Non, ce qui est extraordinaire, Jean-Pierre peut-être, bien que ce soit confidentiel défense, nous le raconter, c'est que après la conférence de presse de Poutine, qui a dit « Mesdames, Messieurs, jouez pas au plus malin avec la Russie. Nous avons des vecteurs qui peuvent voler à 15 000 km/h en basse atmosphère sans bombe supersonique. » Les Américains ont été tétanisés. Parce que les Américains ne l'ont pas, ça. Ils ne l'ont pas encore. Ils travaillent là-dessus. Eh bien, il y a quelqu'un du ministère français de la Défense nationale qui est venu voir Jean-Pierre Petit. Raconte, Jean-Pierre. Oui, c'est pas mal. Donc, il est descendu chez moi et les autres lui disaient, tu sais, c'est un énergumène, il va te cracher dessus. Non, pas du tout. On l'invitait à déjeuner. Il est arrivé à 11h du matin, il est parti à 18h. Il est resté 7 heures à la maison. Alors, on l'a très bien reçu. Il a eu un très bon déjeuner. Et tout de suite, il a mis les cartes sur la table en disant, voilà, nous offrons 3 000 € pour un rapport de 20 pages sur la MHD. Et je n'ai pas dit non, vous voyez. Donc, je l'ai laissé parler pendant 7 heures. C'était extraordinaire. Et comme je n'avais pas dit non, il s'est dit, ça doit marcher. Donc il s'est mis à brosser un tableau dans lequel je viendrai à Paris avec un salaire d'ingénieur conseil pour expliquer à tous ces militaires comment faire. Puis alors, après, vers 18h, j'ai dit, écoutez, je vais peut-être beaucoup vous décevoir, mais même si je voulais le faire, ça ne servira à rien. Et c'est vrai que ces gens-là, par exemple en France... Pourquoi ça ne servira à rien, Jean-Pierre Petit? Et parce que le saut est trop considérable. On a 30 ans de retard. C'est incapable. C'est tout. Imaginez par exemple qu'en France, nous ayons simplement des générateurs qui marchent avec du pétrole pour faire de l'électricité. On ignore tout du nucléaire. À ce moment-là, vous rencontrez un type qui parle de ça, vous lui dites, on vous offre 3 000 € pour faire un petit rapport sur le nucléaire. Voilà. Et combien de temps on va mettre pour rattraper ça? La réponse, ce serait 1000 personnes pendant 20 ans. Avec un bon paquet de milliards. Et la MHD, c'est pareil. Il y a un nombre de problèmes technologiques que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, imaginez qu'on puisse recycler les petits Français, ça ne sert à rien. C'est tout. Moi, ça m'a fait rire. À la fois, c'est drôle, puis à la fois, c'est triste. Moi, je ne visais pas de faire des armes hypersoniques, mais enfin, on était en pointe sur le plan mondial. Et actuellement, en cosmologie, en France, on est en pointe au niveau international. On va rater ce train une deuxième fois. Écoutez, très intéressant, on va en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Augustin, je crois que c'est tout de suite. Vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, il nous reste une demi-heure. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je rappellerai, Jean-Pierre Petit et à Jean-Claude Bourré, que vous avez mis un exergue, Jean-Pierre Petit, à l'un de vos ouvrages qui s'appelait Le Topologicon. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais vous disiez en exergue, il est déconseillé de lire cet ouvrage le soir avant de s'endormir, après un repas trop riche ou quand on est sûr de rien, car ça ne ferait qu'aggraver les choses. Eh bien, je crois que pour ce livre, au contraire, c'est parce qu'on est sûr de rien qu'il faudrait le lire, parce que ça ne ferait que simplifier les choses, je crois. Et il faut toujours faire l'effort vers la simplification, parce qu'il est compliqué, la simplification. Augustin, je crois qu'on a des auditeurs. Absolument, ça appelle beaucoup, et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300, et nous sommes avec Christophe qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour. On vous écoute. Écoutez, d'abord je voulais saluer ce magnifique casting qui est magnifique, tout simplement. Je voulais donc saluer dans l'ordre monsieur Bourré, monsieur Petit et vous, monsieur Berkov. Pour moi, c'est super de vous voir tous ensemble pour discuter de ces sujets. Ma question sera double. La première porte sur... je vais faire court, hein. Disons le mur dogmatique contre lequel s'est heurté Monsieur Petit dans ses recherches, qui explique le retard dont vous parliez précédemment et que la Russie a rattrapé. J'ai envie d'ajouter que la Russie n'a pas piqué la technologie MHD, puisque Jean-Pierre Petit publiait ses recherches. C'est simplement la Russie qui a pris le relais. Je vais ajouter à ce sujet que, par exemple, en Russie, il y a une chaîne de télé qui tourne en permanence sur le sujet des ovnis. Il n'y a pas de dogme à ce sujet. Et voilà. Et cela amène à une certaine ouverture d'esprit contre laquelle, j'ai l'impression, lutte une certaine partie de la science française. Et c'est ma première question. Est-ce que ça expliquerait pas ceci, cela? Et pardon de m'emballer, mais par répercussion, finalement, de l'application dans le domaine militaire de ces découvertes qui auraient dû être pour le bien commun, quoi. Et cette perte de contrôle aussi par ailleurs. Alors, Jean-Pierre Petit, peut-être, et Jean-Claude, de suite, le mur dogmatique, dit Christophe, auquel vous êtes heurté. Vous savez, ce mur dogmatique, il est dans tous les domaines. Rappelez-vous, quand on doutait du fait que les plus lourds que l'air pouvaient voler, alors que les pigeons volaient, et qu'ils étaient plus lourds que l'air. On trouve ça partout. On peut vous citer des choses actuelles, par exemple, rien que dans les mathématiques actuellement. Il y a une partie des mathématiques qui s'appelle l'algèbre géométrique. Et avec Nathalie Deberg, qui est mathématicienne, avec qui je travaille, nous sommes extrêmement intéressés par cette voie-là. Bon, c'est quelque chose qui est basé au départ sur des découvertes de Clifford au 19e siècle, qui a été repris dans les années 70 par un Américain, mais dans son livre, il raconte qu'il a passé 20 ans dans un désert. Quand on amène des nouvelles, ça ne passe pas. Ça, dans tous les domaines, que ce soit les domaines expérimentaux, que ce soit les domaines observationnels. Regardez l'époque où les gens disaient on ne peut pas croire que les météorites tombent du ciel, parce que les pierres ne peuvent pas tomber du ciel. Il y a toujours une raison logique qui fait qu'on se bloque. Donc, à la limite, une idée neuve qui passe tout de suite, c'est presque anormal. Hein. Je crois que c'est là la réponse. Mais Jean-Claude, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Je crois que nous sommes face au fonctionnement de l'humanité. L'humanité ne comprend pas quel est son destin. Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je fais sur la planète Terre? Quel est le sens de ma vie? Alors, vous avez évidemment les religions qui donnent un prêt-à-penser, et on voit à quel point c'est difficile de faire cohabiter ces religions et de faire cohabiter ces religions avec l'humain. Et puis vous avez ceux comme Jean-Pierre Petit qui ont la liberté que nous a donnée l'intelligence qui nous a créés, que je n'appellerai pas Dieu parce que je n'ai pas d'estampille sous les yeux, mais nous sommes sur la planète Terre avec un cerveau. Chacun d'entre nous a une puissance considérable qui est située entre ses deux oreilles. Ça s'appelle le cerveau. Mais malheureusement, on ne l'utilise que à 1 ou 2%. Alors Jean-Pierre Petit, je voudrais ajouter, que pensez-vous, c'était la seconde partie de la question de Christophe, de l'usage militaire qui en est fait? Parce qu'on a eu toujours ça, vous savez, c'était les Oppenheimer, c'était Einstein, etc., la bombe atomique. Est-ce qu'on peut éviter cela et ne pas oublier qu'Internet est né parce qu'il voulait se protéger justement des bombardements atomiques ou d'une guerre atomique? Et c'est un dilemme, vous en pensez quoi vous-même? Vous savez, il n'y a pas de découverte scientifique, même sur le plan théorique, qui n'ait pas d'application militaire. Ça n'existe pas. Par exemple, actuellement, vous voyez ce modèle cosmologique. Ce modèle cosmologique, il
prône qu'il doit exister une masse négative. Alors s'il existe une masse négative, ben, peut-être qu'on pourrait transformer une masse positive en masse négative. Et comme ça, on pourrait effectuer des voyages. Mais si on se met à manipuler la masse, justement, avec des phénomènes quantiques, on va peut-être pouvoir inverser la charge électrique. Et si on inverse la charge électrique, on transforme 1 kilo de matière en antimatière. Et une bombe en antimatière, c'est incroyablement plus puissant qu'une bombe à fusion. Alors, oui, déjà, quand on est arrivé à la bombe atomique, quand on est arrivé au stock de bombes à hydrogène actuellement, on est dans l'aberration la plus totale. Maintenant, avec ces bombes, avec une seule bombe, on détruit toute vie sur Terre. Une seule. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de physique sans application militaire. Ben, il faut réfléchir. C'est un problème de société. Ce n'est pas le scientifique qui répond. Bien sûr. Moi, que j'aurais refusé de travailler sur une application militaire. Vous savez, j'ai travaillé avec le mathématicien André Lichner-Horvitz. J'ai surtout été très lié avec Alexandre Grothendieck, dont vous connaissez le nom. Oui, tout à fait. C'est un homme qui disait, moi je préférais être fusillé que de porter un uniforme. Pour lui, cette symbiose entre la science et l'armée, c'était complètement inenvisageable. Moi, je suis aussi dans cette mouvance. Mais je vois des choses, par exemple, c'est qu'en 2008, j'ai un ami anglais qui est mort maintenant, qui s'appelle Malcolm Hines, qui a fait un article en montrant qu'avec des expériences de MHD réalisées en Arizona, par Jonas, on pouvait arriver à plusieurs milliards de degrés. Avec plusieurs milliards de degrés, on fait la fusion bore-hydrogène, qui donne de l'hélium, une fusion sans neutrons. Alors évidemment, moi j'ai pris ça fait et cause. Avec Christian Havel, nous avons fait un peu le tour de la France pour essayer d'inciter la France à développer ça. Vous savez, comme réponse, les militaires nous ont dit, faites-nous des bombes d'abord. OK ? Voilà. Bonne conclusion. Christophe, vous aviez une seconde très rapidement, vous aviez une seconde question ou... Vous m'entendez? Je peux peut-être faire le pont avec la question humide en me disant, par exemple, ce dogme en France, n'est-ce pas parce que Jean-Pierre Petit a communiqué très tôt dans sa carrière sur cette question et il s'est fait ostratiser par rapport à ça. Et par ailleurs, pour finir sur une note positive, on peut se poser aussi la question que si les humides sont à l'origine de la transmission de cette technologie MHD, peut-être qu'ils seront assez gentils pour neutraliser les velléités de Poutine. Ça, on verra, ça c'est qui vivra rien. Voilà. Alors écoutez, on va reparler des humides, merci Christophe, mais on va prendre... Emmanuel, qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à vous tous. Je suis ravi d'intervenir parce que moi j'ai grandi avec le Club Dorothée et justement les frères Bogdanov et Monsieur Bourret, donc moi je suis passionné de ces sujets depuis longtemps. Je voulais juste intervenir et je vous remercie de me laisser le faire. En fait, l'exploration de la vie a énormément évolué au cours des années, notamment avec l'exploration sous-marine, puisque les dogmes au départ, c'était qu'en gros, il ne pouvait pas y avoir de vie à 6000 mètres sans lumière, etc. Les explorations sous-marines ont permis de chercher d'autres critères qui permettent de trouver de la vie ailleurs, puisqu'on a découvert qu'il y avait de la vie, effectivement, sans lumière, ou des bactéries qui vivent dans des bains d'acide pas possibles. Après, tout dépend ce qu'on met sous le terme vie, mais en tout cas, ça a fait énormément évoluer cette recherche à ce niveau-là. Moi, j'ai simplement, je suis pas croyant, pas croyant, c'est pas le problème. C'est que si on prend juste un principe mathématique, comme l'a exposé Monsieur Bourret tout à l'heure, si on prend une infime possibilité d'avoir de la vie, mathématiquement, c'est impossible qu'on soit les seuls. Enfin, pour moi, c'est en tout cas ce que je pense, parce que effectivement, les probabilités sont ce qu'elles sont. Mais au vu des milliards de galaxies, de planètes, etc., ce serait quand même assez prétentieux de penser qu'on est tout seul. Après, imaginez qu'une civilisation ait pu naître ailleurs et qu'elle ait juste 1000 ans d'avance sur notre évolution industrielle. Il faut savoir qu'en 300 ans, on est passé de la calèche à l'exploration spatiale. Imaginez à quel niveau elle en serait aujourd'hui. Donc ça paraît pas délirant de penser qu'effectivement, il puisse y avoir des gens qui ont autre chose, qui ont évolué bien plus tôt que nous et du coup sur d'autres... c'est une question. Voilà, c'est la grande question. Mais ne serait-ce que 1000 ans, ce qui est rien au niveau de l'histoire, ne serait-ce que 1000 ans d'avance sur une révolution industrielle telle que la nôtre, ça donnerait des choses complètement dingues. Je finis, donc il y a énormément de pilotes de chasse, des témoignages que je suis de pilotes de chasse, de pilotes d'aviation qui effectivement, quand ils sont à la retraite, parce qu'ils ont interdiction totale de parler de ce genre de choses, ont des témoignages qui sont assez troublants. Et j'aimerais savoir, justement, je voudrais poser la question à vos deux invités, parce que ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé à Tesla.
Au niveau de ses recherches, de ses découvertes, il faut savoir qu'on lui a brûlé 3 fois son laboratoire, il a fini dans la misère, mais que tous ces dossiers ont été récupérés par la CIA. Donc c'est assez intéressant de savoir qu'on nous a quand même bloqué toute une partie de ces découvertes, mais qui ont été exploitées en revanche pour d'autres. D'accord. Je finis juste sur une citation. Oui, faites vite parce que nous avons beaucoup de monde, Emmanuel. Merci beaucoup. Oui, j'essaye de faire vite à chaque fois. Et je reprendrai une citation de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On est un petit peu à la croisée des chemins. Je vous remercie beaucoup et bon courage à tous. C'est moi. Oui, Jean-Pierre Petit, alors reparlons de cela, parce que vous avez, je ne rappellerai pas vos livres sur les humides, que beaucoup de gens connaissent, mais ils pourraient s'y référer, etc. Au fond, on revient là, c'est une question de probabilité, vous diriez, et qu'est-ce qui vous fait dire, parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que c'est quelque chose sur lequel on vous a beaucoup interrogé, on a beaucoup polémiqué avec vous, on vous a beaucoup contesté, mais qu'est-ce qui vous fait dire, et c'est vraiment intéressant, qu'ils ont, je sais pas si ils ont 1000 ans d'avance sur nous ou pas, comme dit Emmanuel, mais qu'est-ce qui fait que ce seraient des créatures beaucoup plus avancées que nous, à votre avis? Écoutez, déjà, il y a une différence énorme. Imaginez que tout d'un coup, la Terre, voisine de la planète Mars, s'aperçoive que les Martiens, finalement, ce sont des gens qui sont un peu comme des singes améliorés, quoi, un peu des pré-hominiens. Mais qu'est-ce qu'on ferait? Mais on ferait la conquête de la planète Mars, on s'approprierait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire. Et on transforme immédiatement ces gens en esclaves, sous le prétexte d'ailleurs de leur apporter une culture, etc. Maintenant, imaginez au contraire des gens qui sont plus avancés que les terriens. Ils arrivent en disant on va contacter les terriens. Ils regardent ce qui se passe en ce moment. Vous êtes payé pour le savoir. Regardez ce qui se passe actuellement. Nous sommes en train de friser une guerre mondiale nucléaire. Nous avons le lobby militaro-intellectuel qui réfléchit puissamment sur ces questions. Est-ce qu'on est d'un côté, est-ce qu'on est de l'autre? Mais l'extraterrestre qui arrive se prend la tête, il dit on ne va pas contacter ces couillons, c'est pas possible. Moi j'avoue que toutes ces questions-là me ramènent à chaque fois à la question de ce qui se passe sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Vous vous rendez compte? À quoi sert notre technologie? À quoi sert notre science? Mais c'est à se prendre, je dirais, j'ai une expression, c'est à se poignarder le cul avec des saucisses. Voilà. Ah, c'est assez joli, je la retiendrai. Très joli, Jean-Pierre. Alors, avant de se poignarder le cul avec des saucisses, en fait, effectivement, c'est toute la question de la terre et de la guerre et tout ça, et on le sait. Mais toute l'hypothèse, et c'est une hypothèse d'ailleurs très intéressante, enfin, je veux dire, est-ce que ces gens-là, s'ils existent, quels que soient les gens, on les appelle les gens, c'est un guillemet, est-ce qu'ils sont plus avancés, moins avancés? Et c'est vrai qu'il y a des tas de témoignages, mais juste une chose, Jean-Pierre Petit, et ensuite Jean-Claude Bourré, parce que Jean-Claude Bourré a aussi beaucoup écrit là-dessus. Est-ce que pour vous, le fait, disons, on va supposer que quelque chose existe ou des gens, etc. existent, pour vous, c'est rassurant ou c'est inquiétant? Jean-Pierre Petit. Je dirais que ce n'est pas inquiétant au sens où, pour le moment, nous ne sommes pas esclavagés. Ce serait quand même la réaction immédiate. Regardez, par exemple, si ces gens-là voulaient s'approprier tout ce qui se trouve sur Terre, mais avec leur avance, une arme bactériologique permettrait de détruire les humains en 2 mois. Dans 2 personnes. Oui. Voilà, c'est tout. Oui. Donc, posons-nous ces questions. Moi, je ne vois pas des visiteurs comme des sauveurs vis-à-vis de qui on va créer une véritable religion. Ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Vous savez, depuis 50 ans que je m'intéresse à cette question, c'est un miroir. Bon, moi, à chaque fois que je me pose la question, je me dis, comment faisons-nous, comme disait Jean-Claude, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous sur Terre? À quoi sert l'homme? Quel est le but? Etc. En fait, c'est votre miroir métaphysique. Comme d'autres ont d'autres miroirs. Non mais c'est intéressant, c'est ça le problème. Parce que vous savez que la guerre bactériologique, comme vous disiez, nucléaire, en fait on n'a pas besoin ni des humides ni de personnes pour la faire. Malheureusement, on a bien vu qu'il y a des laboratoires biologiques qui travaillent aux armes biologiques partout en ce moment, que ce soit en Chine ou en Ukraine, et c'est pas très réjouissant, ni très rassurant. Jean-Claude? Monsieur Bercoq, je vais vous donner une anecdote de ce côté-là. J'étais en contact avec un monsieur qui s'appelle Gilbert Payan dans le temps, qui est mort depuis. Bon. Eh bien, moi, je m'étais intéressé à un moment avec la possibilité de pouvoir éventuellement atteindre l'ARN du sida à l'intérieur des cellules avec des micro-ondes pulsées. Et à ce moment-là, il m'a dit, il y a des gens qui s'intéressent à ça, à l'armée, parce qu'il était très lié à l'armée. Il m'a passé un texte d'un article qui s'appelait « Évocation des cancers ». Ça, c'était il y a 3 ans.
il y a 30 ans, des militaires français réfléchissaient aux armes cancérigènes. Alors vous avez les armes bactériologiques, mais les armes cancérigènes, c'est extraordinaire, parce que vous pouvez rendre quelqu'un malade, il va mourir dans 3 ans, 4 ans, sans laisser de traces. Oui, et actuellement, vous avez les armes météorologiques, vous avez les armes sismiques, dans lesquelles on fait porter le chapeau par la nature. N'est-ce pas extraordinaire, un truc pareil? Et les armes météorologiques, c'est pareil. Si tout d'un coup, il y a une arme météorologique qui crée des dégâts considérables, on dira c'est la nature qui l'a faite, c'est tout. Oui, très terrible, très préoccupant tout ça. On se retrouve juste après une petite pause. Et ça passionne nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. À tout de suite. Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite Stéphane qui nous appelle de Guingamp. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Écoutez, je suis super content de vous entendre. Ça me fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je vous appelle. Bon, effectivement, je vous appelle surtout parce qu'il y a monsieur Jean-Claude Bourré. Pardon, excusez-moi. Non, je déconne. C'était vraiment pas déconner. Non. J'espère que pour déconner, il est bien, de Jean-Claude Bourré. Hein. Il est top. Non, je déconne, voilà. Je vous appelle vraiment pour une question, la question suivante. Vous voyez, on est dans un monde de menteurs aujourd'hui. Vous voyez, c'est le mensonge est de mise. Et pour faire la différence aujourd'hui entre la doxa et le conspirationnisme, c'est extrêmement compliqué. Et je voudrais vraiment poser cette question à M. Bourré. Comment on peut faire pour croire aux extraterrestres avec cette doxa? On regarde le ciel. On regarde le ciel, mais bon, voilà, on voit beaucoup de, je dirais, de fake news dans le ciel. Il n'y a pas de fake news, il y a une observation tout à fait objective. Vous savez, je me souviens d'un débat que j'ai fait à Lille devant 2000 personnes. J'étais j'étais rédacteur en chef de TF1, je devais avoir... et de la 5 aussi, je crois. Après, je devais avoir 33-34 ans, et il me disait, Monsieur Bourré, vous êtes sans doute un journaliste compétent, mais moi je suis astrophysicien professionnel depuis près de 40 ans, monsieur. Vous savez d'où je viens, Monsieur Bourré? Non. Je viens de tel observatoire avec un miroir de 5 mètres et on n'a jamais vu, Monsieur Bourré, la moindre planète tourner autour d'une autre étoile. C'était en 1981 ou 82, un truc comme ça. Eh bien, ce monsieur est mort depuis, paix à son âme, mais s'il revenait dans le monde des vivants, on lui dirait effectivement, on n'a pas vu une planète tourner autour d'une autre étoile, on en a vu des milliers de millions de milliards de planètes tourner autour d'autres étoiles. Dans 2000, si je peux finir ma phrase, dans 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards de galaxies. Une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent toutes plusieurs planètes. Comment imaginer que nous sommes seuls dans cet univers? Et Jean-Pierre Petit, avec son modèle cosmologique qui s'appuie sur 17 observations visuelles qui le confirment, alors que le modèle mainstream, le modèle qui est admis par tout le monde, ne reçoit aucune confirmation observationnelle, eh bien son modèle permet de comprendre comment une civilisation extraterrestre peut nous rendre visite, puisque c'est un facteur 1000 en passant par l'univers de masse négative qu'il explique très bien dans notre dernier livre, Recherche scientifique. Un naufrage mondial, c'est bien. C'est bien, Jean-Claude assure et il l'assurera toujours. Non, mais si vous voulez, en fait, vous avez bien compris, c'est une question qui se pose et on a raison, nous on la pose aussi, on se la pose aussi. Et voilà, après, ce sont des thèses et des hypothèses. Et je crois, vous savez, la doxa, c'est très bien la doxa. Après, à un moment donné, alors on peut espérer, mais peut-être pas demain ou après-demain, il y aura quelque chose qui va effectivement acter ceci ou pas. Vous savez, les choses arrivent quand elles arrivent. Et encore une fois, je ne veux pas faire des comparaisons obscènes, ou en tout cas malvenues. Mais rappelons-nous quand même que quand Galilée a osé dire que la Terre tournait, on lui a dit, écoute, tu as intérêt à la fermer, parce que sinon, il va se passer des choses pour toi désagréables. Et il a dit, et pour si mauvais. Et pourtant, elle tourne. Alors, je ne veux pas comparer Jean-Pierre Petit à Galilée, loin de moi cette idée ou cette thèse, mais quand même,
disons, laissons ouverte la chose. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dise non, attendez, vous êtes tous des imbéciles, vous dites n'importe quoi, vous faites du charlatanisme, et on l'a entendu, le mot charlatan auprès de certains médecins, que les médecins de plateau aient traité d'autres charlatans, on l'a entendu ça. Donc voilà, je crois qu'il faut rester ouvert, et puis il n'y a pas besoin de dire j'y crois ou j'y crois pas, c'est pas le problème. On observe, on verra bien. Merci Stéphane, en tout cas cette émission est un ovni en tant que tel, puisque je n'avais jamais entendu André parler italien. Bon, écoute, c'est fait. Et nous sommes avec très bien. Sonia qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Sonia. Oui, bonjour André, merci de me laisser la parole. Il nous reste 2 minutes. Bonjour Jean-Claude Bourré et Monsieur Petit aussi, bonjour. Je suis très honorée de parler avec vous et je vous admire beaucoup. J'ai lu de nombreux livres, notamment de témoins, de soucoupes volantes. Moi-même, j'en ai vu une à Gagny. Je ne sais plus si c'était en 1980 ou enfin dans ces eaux-là. Oui. Avec mes 2 enfants, nous avons vu par la fenêtre de la chambre à coucher. Et c'était à quelques mètres de nous et ça ne bougeait pas. C'était silencieux. Après, ça dansait un peu. Après, c'est parti à une vitesse fulgurante. Et on ressentait quelque chose en observant cela. On ressentait quelque chose d'anormal. Pas qui faisait peur, mais d'anormal. Vous voyez, j'en suis encore bouleversée. Alors que je ne comprends pas lorsque les gens ont ce petit sourire narquois. Ils n'ont qu'à lire. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu un livre de Jimmy Dieu. Vous devez sûrement connaître Jimmy Dieu. J'ai lu des livres de lui. J'ai lu des tas de livres de témoins visuels. Et donc, je ne sais pas pourquoi ils ont ce... Donc, Sonia, vous avez conscience de ça. Je voudrais que Jean-Pierre Petit réponde à Sonia par rapport à ça. Soucoupe volante ou autre, est-ce qu'il y a des vecteurs, en fait, ou c'est pas le problème, Jean-Pierre Petit? Quelle est la question? La question, est-ce que, par exemple, Sonia a parlé d'une soucoupe volante. Est-ce qu'il y a est-ce que soucoupe volante, pour vous, est-ce qu'il y a des vecteurs différents de la présence ou de la visite de tel ou des humides, par exemple, où il n'y a pas d'instrument précis qu'on pourrait définir? Mais vous savez, il y a l'aspect testimonial, les témoignages, les observations, là il y en a des millions. Et puis il y a l'aspect scientifique fondamental, est-ce que c'est faisable? Et c'est ça la question sur laquelle on doit recentrer le débat. Moi, si un jour j'étais admis pour parler à l'Académie des sciences, je ne viendrais pas leur faire un prêche en leur expliquant qu'il faut à ce moment-là croire à ceci, croire à cela. Je leur montrerai des mathématiques en disant écoutez, ça fonctionne. Imaginez que des gens habitent sur une île en plein milieu du Pacifique, ils n'ont jamais vu personne. Et tout d'un coup, il y en a qui disent j'ai vu passer des avions. Ah, les avions, les autres diront mais non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Puis un jour, un type fait un modèle réduit, il essaie de le faire planer, il dit regardez, ça peut voler. C'est ça qu'on fait. On est en train d'essayer d'étudier la faisabilité des choses. C'est ça la réponse à donner. C'est pas de savoir si ces gens ont 3 orteils ou 6. Ça, on s'en fout. Tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, la question est ouverte. Merci d'y avoir répondu. Merci à Jean-Claude Bourré, merci à Jean-Pierre Petit, et nous allons continuer à parler de cela. Et merci à nos auditeurs qui nous ont appelés. Et votre livre Recherche scientifique, un naufrage mondial, aux éditions Guy Trédaniel. Et puis dans un instant, comme tous les jours, Brigitte Lahaye.